Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent David Austin. C'est LA référence en termes de pricing et de packaging d'offres B2B. Alors dans notre discussion, il vous partage les méthodes pour pouvoir doubler votre taux de closing et donc votre chiffre d'affaires en impactant uniquement la manière dont vous présentez vos offres. Pour un peu de contexte sur Laurent David, il commence sa carrière chez Simon Kucher, la référence mondiale du pricing. Il y passe 3 ans avant que la société soit rachetée par PwC. Le grand groupe lui plaît un peu moins. Il décide donc de quitter Bruxelles pour aller en Afrique du Sud où il lance un incubateur de start-up. Il y passera 1 an à développer et à travailler sur 4 boîtes et c'est là que germe l'idée de Pricing Pact, une agence de pricing qu'il commence d'abord en indépendant et puis qu'il cofondera officiellement avec sa compagne Candice. Il lève alors 1,2 million d'euros fin 2021 pour développer la société, mais quelques années plus tard, l'agence fait un tournant inattendu et qui se fait rarement, le passage du service au produit, et lance ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Give Me 5. C'est un outil qui chamboule complètement la manière de rédiger des offres commerciales et de les présenter. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, car c'est un outil qu'on utilise depuis les débuts de l'EDX, et je vous le recommande si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester. La thèse de Laurent David, c'est que la plupart des boîtes B2B laissent énormément d'argent sur la table parce qu'elles ne savent pas packager ou pricer leurs offres correctement. Et c'est exactement ce qu'on va creuser aujourd'hui ensemble dans cette discussion. C'est parti. Laurent David, bienvenue. Je suis très content que tu sois là aujourd'hui pour pouvoir discuter ensemble. Salut. Tu es un des grands noms dans le pricing. Je veux dire, dès qu'on pense à tout ce qui est pricing, packaging, pour moi, tu es le nom qui ressort en numéro 1. Du moins en Belgique. Et ce n'est que le début. En tout cas, on te le souhaite. Ici, on va aborder un sujet qui est assez important, qui est évidemment lié à l'acquisition, puisque c'est un peu les sujets de prédilection pour moi. Et le sujet, ça va être, OK, est-ce que c'est possible de doubler en fait son chiffre d'affaires ou son acquisition finalement avec un statut ex aequo sur le reste? Donc sans avoir plus de leads, sans avoir des meilleurs commerciaux, etc. Mais en redéfinissant l'aspect du pricing et du packaging. Ça va vraiment être le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'ai fait une petite intro où j'ai pu te présenter, mais je pense que ce serait cool d'avoir un peu en quelques lignes ton CV, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être présent dans cette activité de pricing au travers de Give Me 5. Ouais, très bien. Je suis tombé dans le pricing un peu par hasard. Jamais de ma vie, avant de me lancer dans le pricing, j'avais imaginé avoir ce genre de fonction. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était ou à peine. On est tous les jours confrontés à des prix. En tant qu'acheteur, en tant que consommateur, on voit des prix partout. Et à chaque fois, on se dit, les calculs ont bien été faits par quelqu'un, c'est sûr. Mais moi, toute ma vie, je rêvais d'être astronaute. Ok. Donc, depuis tout petit, j'étais passionné de l'espace, de l'espace et de l'aéronautique en général. Donc, tout ce qui vole, les avions, les drones. Je dessinais des voitures volantes, donc toujours passionné par ça, donc forcément par les sciences. Ça se passait bien à l'école et du coup, j'ai intégré Polytechnique et je me voyais vraiment faire ça. Donc, les études se sont bien passées. J'ai fait même une spécialisation en passant 2 ans à Toulouse, donc qui est la mecque de l'aéronautique et l'aérospatiale. J'ai fait partie d'un programme un peu spécifique. J'ai appris à piloter des avions, j'ai appris le russe. Excellent. Donc oui. Je savais pas tout ça. Voilà. Donc jusque-là, je pensais, j'allais pas faire une école de, j'avais pas pris la décision de faire une école de commerce, de lancer un business. Je me voyais vraiment être un bon ingénieur à la NASA ou à l'Agence spatiale européenne. C'était ça. Mais à la fin de mes études, j'ai rencontré un partenaire d'un grand cabinet de conseil, qui était un ancien de cette école d'ingénieur. Et il m'a dit, j'aime bien ton profil, j'aime bien le fit, et tu penses un peu différemment. J'ai aussi un parcours particulier. Je te propose, avant de faire le grand saut dans l'aérospatial, l'aéronautique, pourquoi ne pas tester un peu le monde du business? Je te propose de faire un stage de fin d'études à Paris dans notre cabinet de conseil. Et c'était assez surprenant. C'est un 180 d'un coup. 180. Et je me dis, c'est vrai que peut-être pourquoi ne pas tester quelque chose d'autre? Ce qui a aussi joué, c'est qu'il y avait directement un short package pour un stage, 2000 € net. Donc j'étais... Pas mal le stage. C'est pas mal. Donc assez agressif. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre au final? Donc j'ai accepté, je me retrouve donc à Paris. Et ma première mission, c'est pour Cartier, les bijoux, dans 17 pays. Et là, je comprenais rien. Je me dis, mais attendez, moi je suis ingénieur. Tous les autres avaient fait HEC, école de commerce. Et je me retrouve avec d'autres stagiaires. Et je me dis, mais comment on va aider Cartier? Et je pensais que tout. Donc je comprends l'envers du décor de beaucoup d'entreprises que
dans énormément d'entreprises qui font des centaines de millions, des milliards, le pricing, même là, est fait un peu au doigt mouillé dans des Excel avec des calculs très approximatifs. Ouais. Et on parle d'énormément d'argent. Donc, le projet s'est très, très bien passé. Je touchais à peine Excel, mais j'ai très, très vite appris. Et du coup, j'ai appris le VBA, donc à coder dans Excel, à faire des slides de manière automatisée. Le stage s'est très, très bien passé. Mais au-delà de ça, j'ai appris une technique qui m'a servi tout le reste de ma carrière. En fait, c'est ce qu'on appelle le value-based pricing. C'est mettre un prix sur base de la valeur perçue et pas forcément sur base de la concurrence ou de la structure de coût. Ok, donc ton premier contact avec le pricing, il est lié à ton stage. Oui. Ok, excellent. Et comme le stage s'est bien passé, ils m'ont proposé de rejoindre le bureau de Bruxelles qui venait d'ouvrir. Donc là, c'était assez incroyable parce qu'en fait, je commençais à sentir un peu le monde du business. Et c'était une très très chouette proposition. J'étais jeune et on me dit tu vas faire partie de l'équipe qui lance un bureau pour la grande marque. Va falloir recruter, Et faire donc des juste clients. pour le contexte ici, c'était chez Simon Kucher Chez Simon Kucher & Partners, ouais. directement. C'est ça. Ok, excellent. Donc Ouais. il faut le dire, c'est la mecque du pricing. C'est ça, ouais. C'est équivalent de McKinsey, BCG, Bain. Sur tout ce qui est lié au pricing, c'est le choix numéro 1 de toutes les entreprises au-delà de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le Excellent. premier qu'ils appellent, c'est Simon Kucher & Partners. Ok, trop bien. Alors, quand on parle de ce genre de grands noms, évidemment, tout le monde peut voir l'aspect reconnaissance internationale, etc. Mais le monde du pricing, finalement, quand tu voulais aller dans l'aérospatial, c'est un gros virage, Ouais, c'est pas énorme. du tout le même délire. J'imagine que toi, tu as dû voir quelque chose dans le pricing que peut-être le commun des mortels, entre guillemets, n'identifie pas de la même manière. Est-ce que tu peux nous donner Ouais. un peu plus de contexte là-dessus? Ouais, j'ai vraiment eu pas mal de choses. Vraiment, c'est limite devenu une passion. C'est un peu étrange, mais le pricing, c'est quelque chose qui paraît simple en apparence. Enfin, je fais pas mal de parallèles avec l'aéronautique ou l'aérospatiale. Moi, quand j'étais petit, je voyais un avion voler, je me disais, mais comment ce truc de 500 tonnes vole Ouais. avec des gens dedans? Et ça a l'air tout paisible, tout peace. Je te rassure, je me pose toujours la question. Non, mais il y avait des choses comme ça, je ne comprenais pas. Et petit à petit, je voyais dans le pricing, je me dis, en fait, en apparence, c'est simple pour beaucoup, beaucoup de gens. Et derrière, parfois, il y a des modèles très complexes, il y a beaucoup de réflexion. Parfois, c'est fait un peu en mode bricolage. Et en fait, petit à petit, j'ai réalisé que le pricing, c'est à la croisée d'énormément de disciplines. C'est à la croisée du produit, développement du produit ou du service. Parce qu'il faut mettre un prix sur quelque chose. Mhm. C'est à la croisée de la vente. Il y a des commerciaux qui doivent pitcher la valeur, mais parler du prix. C'est à la croisée des finances. Ça impacte forcément tous les finances. C'est à la croisée du marketing. Il y a des aspects très stratégiques de positionnement. Est-ce qu'on veut être un acteur premium très cher ou low cost et très agressif? Est-ce qu'on veut être Emirates ou Ryanair? Et puis, il y a plein de considérations tactiques très concrètes. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les CRM? Quel outil on va utiliser? Quel outil de facturation? Donc, au final, on réalise que le prix, il est quasiment partout. Et du coup, ce qui fait que les réflexions autour du prix sont très, très complexes et pluridisciplinaires. Et ce que j'ai adoré dans ces projets-là, c'est que très vite, j'étais dans des conseils d'administration avec le PDG, le directeur financier, le directeur marketing, le directeur commercial ou différentes équipes locales, enfin nationales. Donc, plein de disciplines. Et surtout, c'est cette approche très particulière du value-based pricing où comprendre le fin fond des choses. Ce que j'adore, c'est mettre les choses en équation. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y a un moyen de mettre énormément de choses en équation dans les processus de décision des gens. Et donc, au centre de cette équation, il y a ce qu'on appelle la valeur perçue, en fait, des prospects. Et avant de rentrer directement dans la valeur perçue, parce que ça, c'est Ouais. un sujet on va dig in, qui est super intéressant. Un truc qui est qui moi me flash directement, c'est quand tu fais une business school, en fait, on va t'apprendre le pricing finalement de la manière la plus basique et peut-être la plus erronée, qui est de prendre Ah ouais. les coûts et en fait te dire Ouais. il faut faire une certaine marge par-dessus et en fait ça va faire ton prix. Ouais. Et en fait le value-based pricing finalement c'est tout l'inverse, c'est de Totalement. se dire on peut pas du tout partir des coûts, Mm. on doit décomposer en fait qu'est-ce qui est perçu comme valeur chez le client. Et du coup c'est très intéressant parce qu'en fait tu as pris un regard d'ingénieur sur Exact. quelque chose qui historiquement était pris de manière très basique et très statistique. Ouais, très basique, très abstract, où on se dit, OK, c'est le marketing. Et j'aime pas le bullshit. Je suis très cartésien, très rationnel. Mais effectivement, je devais faire des entretiens clients. Je devais poser des questions et comprendre pourquoi est-ce que vous achetez. Et en fait, lors du pitch, qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement pour que vous acceptiez un prix 20% supérieur? Mhm. Et là, en fait, j'ai compris qu'il y a moyen d'extraire les éléments les plus importants de la tête des clients, en fait. La vérité ne se trouve pas dans les coûts, ni dans les concurrents. Il faut juste poser les bonnes questions aux gens, comprendre qu'est-ce qui fait que la valeur perçue monte et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont accepter de payer plus.
Et il y a plein d'exemples comme ça, l'iPhone 1, 2, 3, 4. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour que les gens, petit à petit, payent plus encore et encore et encore? D'ailleurs, en parlant de valeur perçue, je pense que Steve Jobs était excellent pour Exactement. présenter. Au lieu de Exactement. dire, il y avait le MP3 à l'époque où il a sorti Exactement. l'iPod et il a présenté la valeur en disant c'est X milliers de chansons dans votre poche. C'est exactement ça. C'est une manière de packager la valeur qui est Ouais. extraordinaire. Et là, c'est packager la valeur et c'est aussi le value selling. Il y a rassembler un iPhone, effectivement, c'est la combinaison d'un MP3, d'un appareil photo, d'un GSM, d'Internet. Ça, c'est le packaging. On package tout dans un même produit. Mais derrière, il y en a d'autres qui l'ont fait des smartphones. Mais la manière de raconter l'histoire, effectivement, il disait Your life in your pocket. Ça, c'est waouh, en fait, c'est vrai que j'ai tout dans ma poche. Et ça, c'est une autre composante, c'est le value selling. C'est tous ces éléments-là qui permettent d'augmenter la valeur perçue et d'aller défendre des points de prix plus élevés. Et donc, ouais, en fait, il y a toute une science autour de ça. Il y a du neuromarketing, il y a la finance, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est aussi fascinant, c'est qu'en comprenant ça, ben, en fait, on revient du côté de l'équipe produit ou service et on leur dit, les gars, concentrez-vous sur ça, parce que ça, si vous travaillez là-dessus, dans 3 mois, on va réussir à avoir un bon discours marketing, augmenter la valeur perçue et le marché. Donc, il y a vraiment c'est des chouettes boucles, des chouettes cycles avec des horizons à quelques mois, quelques années. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. J'ai aussi eu la chance à ce moment-là, c'est que moi je suis un féru de la tech et donc je demandais à être plutôt dans des projets B2B tech plutôt que Cartier c'est B2C produit. Mais je me dis s'il y a moyen d'aider des entreprises plutôt B2B, là c'est encore plus complexe parce que c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise où il y a un décisionnaire. Parfois ils sont plusieurs, c'est des deals en quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. Donc, c'est d'autres façons d'acheter, mais en fait, j'ai réalisé que c'était les mêmes principes de comprendre la valeur perçue. Et au final, moi, le plus grand drive dans tout ça, ça a été les impacts que j'ai dans ces entreprises. Parce qu'il y a un projet qui m'a énormément marqué. Dès le début, le CEO a dit à l'équipe, vous saviez, on avait 2 options il y a quelques mois. La situation ne va pas très bien dans l'entreprise. C'est une entreprise qui fait plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est en mode, on doit absolument retrouver du profit. Et on a juste 2 options dans l'équation de profit. Il y a le chiffre d'affaires et il y a les coûts. Ouais, soit on vire des gens, soit on se démerde en fait. Voilà. Soit on vire X personnes, et beaucoup. On fait un plan de restructuration. Mais on pense que sur le long terme, c'est pas top. Et pour la marque, ça peut faire c'est la solution de facilité aussi en fait. Voilà. Et il y en a beaucoup qui font ça. Ou on est persuadé qu'au niveau du pricing, il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien et qu'il y a moyen de gagner beaucoup plus si on optimise les prix. Donc, ce n'est pas une question d'augmenter forcément les prix, mais il y a plein de produits. Mais c'est question de, dans différents marchés, de mieux repackager, mieux pricer et en fait gagner plus d'argent et plus de profit. Et moi, ça m'a secoué en mode, en fait, si on réussit bien la mission, on va préserver énormément d'emplois. Et je me dis, en fait, il y en a trop. Et dans les médias, on entend surtout parler des plans de licenciement. Mais au final, avec un meilleur pricing, tu peux préserver l'emploi ou tu peux créer de l'emploi. Et là, moi, ça m'a fait un drive supplémentaire. Donc, ce shift de l'aéronautique, l'aérospatiale, finalement, je suis resté dans le pricing. Et voilà. Et en fait, tu es finalement complètement resté dans l'intellectualisation de la structure qu'il y a derrière. Ça, c'est génial. Maintenant, je me dis, toi, finalement, tu vas l'approcher de la manière la plus complexe possible. Si demain, un fondateur qui ne s'est jamais vraiment penché sur son pricing, comme je te l'ai dit, il a pris dans l'autre sens par rapport à la centrale des coûts, comment est-ce que tu lui dirais de commencer, d'approcher le sujet? C'est quoi la porte d'entrée pour un fondateur qui demain se dit, tiens, c'est vrai, en fait, moi, je corresponds à ce que LD dit, à ces entreprises qui n'ont jamais réfléchi plus loin que... Non, tout à fait. Et en fait, je vais revenir un peu sur l'histoire. Donc, j'ai fait ces quelques années dans le conseil, à aider des entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais voilà, j'ai envie de dire, aider les riches à devenir encore plus riches, c'est une histoire. Mais j'ai cette chouette opportunité de finalement quitter ce cabinet de conseil et me retrouver en Afrique du Sud et lancer un incubateur de start-up. Et là, pendant 1 an, j'étais baigné dans un autre univers. Avec plein d'autres entrepreneurs. Donc très vite, il y a Laurent David qui a lancé cet incubateur de start-up, mais il a une expérience en pricing. Donc j'avais souvent, tous les semaines, un entrepreneur qui avait lancé une boîte tech, c'était un Français, un Américain, un Anglais. J'ai entendu dire que tu es expert en pricing, tu n'as pas 2-3 conseils à me donner. Donc je venais pendant des années d'aider des boîtes de plus de 250 millions, et là je me retrouve avec des solopreneurs, des gens qui se lancent, des gens qui ont leur business depuis 1, 2, 3 ans. Est-ce que les conseils sont si différents finalement? Non, pas si différents. Mais forcément, ils n'ont pas le budget pour payer une mission. Mais ça reste les fondamentaux. Et là, j'ai pu développer d'autres compétences plutôt de vulgarisation.
au lieu, je veux dire, pour les grands groupes, il fallait donner la réponse, c'est quoi le bon pricing. Là, je me suis dit, en fait, au lieu de dire à un entrepreneur c'est quoi son bon pricing, et je serais incapable de le dire, je dois lui apprendre la méthode pour trouver le bon pricing. Comment, en quelques étapes, moi, je suis un facilitateur, je lui donne les bons frameworks, mais c'est à lui de trouver la réponse parce que de toute façon, son business va évoluer. De toute façon, s'il grandit, il va attaquer d'autres pays, il va devoir réfléchir, mais il faut qu'il réfléchisse bien. Et il faut qu'il évite tout le temps ces erreurs-là, de d'abord regarder les coûts, de faire ça. Donc, petit à petit, j'ai appris à vulgariser un peu tout ce truc qui peut paraître complexe pour le rendre très, très, très accessible. Et si on doit faire l'exercice là, donc, directement de le vulgariser en se disant, OK, Ouais. tu as 3 points, et seulement 3 points que tu peux dire à un entrepreneur, entre guillemets, que tu croises en Ouais. coup de vent, qui est nulle part, tu lui dis quoi? Focus. Tout d'abord, un focus. Un très mauvais pricing, très souvent les pricing sont mal faits parce que les personnes qui réfléchissent au pricing pensent à l'ensemble de leurs clients ou l'ensemble des prospects. Et du coup, tu as un pricing moyennisé, on va dire. Et donc, avec un pricing moyennisé, il y en a avoir plein qui vont dire c'est trop cher, mais pour plein d'autres, ils vont dire ouais, c'est pas trop cher. Donc, pour commencer un peu ta réflexion, essaye de fixer un client en tête. Pas la multitude de clients, mais un client. Et tu dis, en fait, pour ce client-là, quelle serait un peu la meilleure offre. Mais en sachant que derrière, il va falloir un peu élargir ça pour toucher un maximum de gens. Donc, un focus. Et donc, voilà, si par exemple, on parle d'une agence outbound qui doit se lancer, c'est voilà, une niche aussi, une typologie client. Est-ce que tu veux viser que des boîtes B2B SaaS entre 10 et 50 personnes? Est-ce que tu veux viser des petites structures? Est-ce que tu veux viser des agences? Est-ce que tu veux viser des avocats, etc. Focus, première chose. Ensuite, être obsédé par leur valeur perçue. Donc oui, tu as des compétences, mais tu dois, moi je dis toujours un peu, il y a l'effet miroir, voilà, sors de ton corps et mets-toi à la place du prospect. Et imagine que tu te pitches toi-même. Qu'est-ce que tu voudrais entendre? Tu n'as pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui Et va... aussi voir sur quoi les clients potentiels réagissent, en Tilt, fait. exactement. C'est, voilà, ne fais pas un long discours comme tu dis, tu as 45 secondes, qu'est-ce que tu pitcherais? Mais tu dis en fait, voilà, je vais dérisquer mon pitch. Si je pitch une offre et que je suis un peu à côté, il y a des chances qu'ils ne prennent pas. Donc, troisième point, c'est le packaging en fait. Pour faire un bon pricing, il faut un très 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 bon packaging. Et donc, je peux parler un peu des erreurs, mais il faut éviter le one size fit all, une offre, etc. Donc, si tu as 45 secondes à pitcher à quelqu'un, essaye en 45 secondes de pitcher 3 points de valeur, 3 packs. Donc voilà, on a un pack d'entrée pour un peu pour... C'est une sorte de decoy pricing, en fait. Tu vas Exactement. directement tester la willingness to pay Voilà. en fonction des différents packs, et puis tu la réorientes. OK. C'est ça. Donc C'est ça, c'est... super. voilà, focus, tu as un client en tête, tu dois bien packager ta valeur, bien l'exprimer. Et après, là, on a ce que tu as, ce qu'on appelle un spectre de valeur. Donc la personne, avant même que tu parles du prix, va comprendre que voilà, elle va avoir peut-être un produit d'entrée de gamme, un produit moyen et un produit premium. Et elle peut se douter que les prix vont aller du simple au quadruple. Ouais. Mais au moins, tu as fait un certain ancrage. Et après, la personne va dire, ah, je préfère ça. Et puis, tu vas pouvoir extraire pas mal de choses de la conversation. Et alors, je vais faire un petit trailer de la suite, mais du coup, l'outil que tu as développé, qui s'appelle Give Me Five, permet notamment de faire ça. Ouais. Et je rebondis directement là-dessus parce que c'est quelque chose que tu m'avais coaché à l'époque pour l'IDX, et c'est quelque chose qu'on présente toujours, nos pricing en 3 tranches. Et moi, je le vois au day-to-day avec tous mes prospects. C'est assez génial parce que je peux cadrer directement en disant, ben voilà, on a une porte d'entrée, on a un pack un peu plus avancé, et puis on a la Rolls. Et en fait, Ouais. la Rolls n'est pas pour tout le monde. Et ensemble, ben on va voir quel est le pack le plus adapté. Et c'est très, très fonctionnel. Donc, juste pour donner un exemple, j'aimerais passer directement sur la suite de ton aventure. Donc, tu as commencé chez Simon Kucher. Ensuite, tu es parti à Cape Town monter un incubateur. Et puis, tu décides de revenir et de lancer Price Impact, ta boîte, Ouais. qui, il faut le dire, à la base était une agence. Et puis, en fait, au bout d'un certain temps, alors que, il faut dire, Price Impact fonctionnait bien, en tout Ouais. cas de l'extérieur. Donc, Ouais, tu me diras si Non, je me trompe. voilà. Mais moi, c'était une boîte que je voyais en me disant, waouh, belle réussite. Et puis, d'un coup, tu fais un plot twist complet, 180 à nouveau, Ouais. et tu vas vers le SaaS. Ouais. Or, beaucoup d'entrepreneurs le savent, le switch du service au produit, les cimetières en sont remplis. Ouais. Et toi, tu l'as fait. Ouais. Aujourd'hui, la boîte se porte super bien. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette histoire? Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer Price Impact? Et surtout, à un moment, pourquoi tu t'es dit, je dois partir vers du produit si le service fonctionnait bien? Oui, effectivement, il y a ces fameuses courbes un peu qu'on voit de l'aventure entrepreneuriale. Et je reviens un peu à mon enfance. Moi, je me suis toujours considéré voilà, plutôt inventeur ou ingénieur. J'adore bidouiller. C'est la vie qui a fait que je me suis retrouvé un peu dans un cabinet de conseil et finalement à donner des conseils. J'adore aider, j'ai toujours un bon drive.
Mais j'ai toujours eu un peu cette philosophie de si je peux donner une canne à pêche pour que les gens puissent pêcher, je préfère ça que moi donner du poisson. Et donc, le conseil, j'ai souvent eu ce sentiment que je donnais le poisson, je donnais la réponse, ou je donnais des frameworks, mais que j'équipais pas les gens. Ouais. Tant que tu restais pas dans la boucle, en fait, ils savaient pas gérer, quoi. Ouais. Donc, il y a ça m'a toujours un peu démangé. Donc, effectivement, Price Impact se portait très, très bien. Tu sais donner un peu de contexte sur à quelle situation tu étais avant ce switch pour que les gens puissent un peu visualiser? Oui, en fait, ça s'est fait petit à petit. J'avais pas cette ambition de faire une agence pricing, donc c'est très très niche. J'étais conscient qu'il n'y a pas beaucoup d'experts en pricing. Personne ne Google, j'ai besoin d'un expert en pricing. Donc, j'avais des clients qui arrivaient au bouche à oreille, en fait. Donc, un client, un autre, et toujours des gros, hein. J'avais des clients à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, Ma belle boîte. ouais, vraiment. Et voilà, avec des gros impacts, donc ça fait du bon chiffre d'affaires, hein, parce que t'es rare, t'as un impact, donc je défendais Et puis, tu es spécialisé en value-based pricing Voilà, quand même, donc j'imagine voilà. que tu sais pricer tes Voilà, missions exactement. correctement. Donc, ouais, j'avais même pas 30 ans, on faisait du très, très, très bon shift, donc c'était assez impressionnant. À ce moment-là, ma compagne habitait Dubaï, elle aussi, elle avait un très, très bon package, donc à deux, c'était incroyable. Mais je commençais à gagner tellement bien que je lui ai dit, écoute, tu peux quitter ton truc à Dubaï et me rejoindre, Excellent. parce que je commençais à avoir trop de clients, en fait. Et du coup, j'ai commencé à prendre un stagiaire, un autre, puis un employé. Puis Candice est venue, on a pris des bureaux et sans trop s'en rendre compte, on s'est retrouvé à plus ou moins 10 personnes. Enfin, ouais, en fait, Du jour au lendemain, vous aviez une boîte en fait. Oui, voilà. Ça a été vraiment très, très, très vite. Vite. Mais surtout parce qu'il n'y avait pas cette ambition de croître une équipe. Donc, on était vraiment poussé par la demande. Il y avait une très, très bonne énergie. Mais en fait, à force d'aider aussi pas mal, on avait des boîtes très traditionnelles. Voilà, des chaînes de restaurants. On avait un grand leader au niveau du pneu. Donc, on avait un peu de tout. Et toujours le pressing. Mais je continuais d'adorer plutôt les projets tech. Ouais. Et donc, j'ai aidé beaucoup de sociétés SaaS. Mais à force d'aider des sociétés SaaS, j'étais aussi en contact avec leurs investisseurs. Ok. Et moi, pour tous les projets, je faisais des Excel un peu avancés, je faisais des simulateurs, j'améliorais les slides des commerciaux, je rendais les slides un peu interactives avec du VBA. Donc, Ah, mais toi, je me rappelle, t'es un boss dans Excel. ouais, donc et c'était chouette. Et les gens, et donc, voilà, petit à petit, des investisseurs se sont dit, non, en fait, c'est incroyable ce que tu fais, tes Excel, on a vu certains de tes Excel. Est-ce que tu penses que tu peux en faire un SaaS? Est-ce que tu penses que tu peux scaler tout ça? Est-ce que tu penses que tu peux scaler ton expertise? Et je dis, waouh. Je travaille avec assez d'entreprises pour savoir qu'en fait, pivoter de service à SaaS, c'est compliqué. Mais sky is the limit. J'ai envie de dire sky is not the limit. Et j'ai envie de dire, écoute, why not, quoi. On peut tenter. Voilà, on est jeune. Et à ce moment-là, on il y a de une question l'énergie, importante qui se pose, c'est quand on veut tenter, alors déjà peu tente, il faut être honnête, ce Ouais. genre de switch, mais en plus l'idée de tenter, généralement on va essayer de séparer les deux, en se disant tiens, je vais Mhm. protéger le premier Ouais. bébé pour pas qu'il parte avec l'eau du bain, et donc de faire une deuxième boîte. Toi, tu l'as fait de la version la plus hardcore possible, c'était en Très mode hard. to the moon or nothing, Exact. et t'as switché complètement. Ouais. Pourquoi? Ouais. On avait quelques coachs à l'époque où voilà, c'était 2019. Donc c'était encore la belle époque du SaaS, growth at all cost. Et puis voilà, on disait en fait, ouais, c'est incroyable ce que tu fais. Si tu y arrives, c'est go big or go home. Donc vas-y à fond. Et puis voilà, si ça plante, tu relancerais une activité. Donc il y a plein de décisions qu'on a prises, on regrette, hein. Parce que il y a plein de choses qui ont été difficiles. Mais effectivement, l'idée, c'est on a donc levé des fonds, on a accéléré la croissance. On a vendu quelques clients, mais des gros clients qui finalement ont très vite mis des projets sur pause parce qu'il y avait le Covid. Donc en fait, dès le démarrage, j'ai eu plein de soucis. J'ai embauché, j'ai dû quasiment licencier 3 mois après ceux que je venais d'embaucher et former. Donc le démarrage, ouais, vraiment très 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 compliqué. Ouais, et finalement, en fait, notre produit, on a fait un bon premier produit on était à côté de la plaque. Ok. On a fait un produit, malheureusement, qui n'était pas un vrai SaaS. Alors, c'était une plateforme, donc ça ressemble à un SaaS, mais on avait pas mal de clients, une fois qu'ils utilisaient la solution, 2 jours après, ils arrêtaient de l'utiliser parce qu'ils avaient la réponse à toutes leurs questions. Ok. Typiquement, des chaînes de restaurants. Se disaient, en fait, on n'est pas certain d'avoir les bons prix, etc. Ils utilisaient la solution, ça faisait tous les T'avais calculs. productivisé le service, mais littéralement peut-être trop ou Trop. sous le même angle en fait. Trop en fait on n'avait pas compris que pour faire un bon SaaS, il faut une récurrence Ouais. fréquente du pain, il faut de la friction, de la douleur
quand même assez fréquente. Et le pain autour du pricing, c'est quoi le bon pricing? Pour plein d'entreprises, il est très très fort, mais une fois qu'il est résolu, il n'est plus là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on commence à vendre des bonnes licences entre 10 000 et 50 000, mais utilisation pendant 2-3 jours et merci, au revoir. Donc là, en fait, on se dit, ouais, non, c'est pas du tout un SaaS, c'est pas comme Slack où les gens l'utilisent tous les jours. Donc finalement, tu avais réussi à productiviser ce que tu faisais en service directement, mais c'était pas encore la vision de la scalabilité que tu cherchais avec un produit. Pas du tout. Donc là, ça a été 6 mois, beaucoup de remises en question en mode, on a une bonne solution, mais c'est pas un vrai SaaS. Et voilà, il y a les investisseurs qui ont mis de l'argent à une certaine valo, ont certaines ambitions. Donc, et là, on a eu quelque part une certaine chance. L'outil, on a à ce moment-là encore une diversité de clients, mais pour certains clients, donc qui avaient des commerciaux, j'avais fait une partie de l'outil qui était une sorte d'outil d'A/B testing. Je permettais aux commerciaux de montrer 3 packs. Avant, ils envoyaient une offre à 50 000, et je dis, écoute, même une offre à 50 000, propose une offre à 40 000, une autre à 50 et une autre à 80 000. Comme ça, le choix il devient entre les packs et plus entre j'achète ou j'achète pas. Exactement. Au lieu de... Et en fait, j'invite tout le monde à lire un peu sur ce qu'on appelle la théorie du choix. Ça, c'est une des choses qui permet d'augmenter le taux de conversion. C'est à minima donner l'impression au prospect qu'il a le choix. Ouais. À minima. Donc déjà, au lieu de faire toujours de all-in, une offre, après on doit laisser, toujours faire 2. Mais même si tu sais qu'il va prendre celle-ci ou celle-là, mais tout le monde aime bien avoir ce sentiment d'avoir du choix. Et pas rester trop longtemps coincé dans ce choix. Et en fait, on avait fait cet outil un peu d'A/B testing aux commerciaux. Au lieu de pitcher avec un PowerPoint, fait ça. Et on mesurait en fait les interactions des prospects sur ces offres interactives. Et on terminait la mission, on disait merci, au revoir, et on retirait la licence à nos clients. Et ce qui s'est passé cette année-là, où on était un peu perdu au niveau du produit, il y a un client qui rappelle et dit, en fait, il y a mes commerciaux qui nous ont dit que depuis que vous êtes partis, ils vendent moins bien. Depuis que vous avez arrêté la mission. En fait, pourquoi faire? Apparemment, vous leur avez mis un outil dans les mains qui permet de faire des offres interactives, de provoquer des réactions chez les prospects, et trouver que les réunions étaient plus sympathiques, plus rapides, plus efficaces, qu'ils avaient plein d'enseignements pour mieux préparer les réunions d'après. Et on fait waouh! En fait, nous, on a fait un outil d'A/B testing, mais en fait, on a développé un outil de vente. Et donc, en fait, le aha moment, il vient des commerciaux alors que tu t'y attendais pas du tout. Non. Moi qui travaille tout le temps avec les PDG, les Head of Sales, un peu des RevOps ou dans la data, etc., ou à faire des projets ou des enquêtes. Et en fait, sans faire exprès, on avait équipé les commerciaux d'un nouveau type d'outil. Ouais. Mais vraiment, c'était même pas la vision. Enfin, Et donc là, on fait waouh. Et donc là, on a dû prendre 6 mois pour changer plein de choses dans le truc. Et en fait, la vraie histoire du SaaS a commencé du coup en 2023, sur quasiment 4 ans. Après, mais donc on a le pivot du service au SaaS. Et c'est pas fait en un jour du tout, en fait. Pas du tout. Et donc on en revient à écouter les clients, quoi. Et là, on a eu beaucoup de chance parce que c'est les clients qui sont venus de manière spontanée. Sinon, nous, on était toujours à se creuser la tête en mode, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on n'a pas réussi. Situation aujourd'hui, vous êtes pur produit maintenant. Il n'y a plus du tout de notion de service ou encore un peu? Il y a encore un peu du service. Mais rien à voir par rapport à avant. D'ailleurs, on est en train de... c'est la première fois que je vais en parler. Donc, excellent. Le post, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais donc, d'ici là, peut-être le post LinkedIn sera sorti, mais on prépare Gamify 3.0. Excellent. Nous, tout ce qui est AI, c'est une excellente opportunité. Et donc, on est en train d'amener notre solution à un niveau d'intelligence. Cool. Donc, je me cannibалise encore plus. Et autre grande nouvelle qu'on va annoncer, on ne l'a pas encore fait, mais elle est en phase bêta. Donc, on a déjà plusieurs de nos clients qui sont sur la version bêta. Mais on a une sorte d'académie intégrée dans notre solution. Donc, tous ceux qui ne sont pas du tout allés sur le packaging, le pricing, etc. En fait, j'ai enregistré pas mal de vidéos de 30 secondes à 2, 3, 4 minutes, justement sur les techniques de pack, de prix, etc. Donc, tu manges ma prochaine question, en fait, voilà. Complètement. Donc, j'allais passer sur la suite, et qui était finalement ton expérience. Si on reprend la totalité, je pense que tu as audité plus de 500 boîtes sur le packaging et le pricing. Alors, pour la précision, je dis packaging et pas juste pricing, parce que c'est quelque chose auquel tu tiens. Le fait de dire, finalement, c'est la présentation, la manière dont c'est packagé, pas tellement juste le prix en tant que tel. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Et du coup, ma question, c'était, quand tu rentres dans une nouvelle boîte, c'est quoi le signal où tu vas te dire en 1 minute, leur packaging est claqué, ou à l'inverse, il est vraiment très puissant? Ouais, je regarde effectivement, il y en a encore beaucoup qui me contactent en ayant en tête, surtout en Belgique. En France, j'ai pas du tout ça. Donc, il faut savoir, aujourd'hui, il y a plus de 70% de clients qui ne sont pas en Belgique. Ouais. Donc,
Donc ça c'est cool, donc ils me connaissent moins comme le gars pricing, c'est plus l'ensemble packaging, value selling et pricing. Mais première chose que je demande, c'est montrez-moi ce que vous montrez à vos prospects. Donc il y en a qui me parlent oralement, je dis non, je dois me mettre à la place d'un prospect, montre-moi les slides que tu montres, dans quel ordre tu les montres, comment est-ce que tu pitches, comment Fais-moi le pitch, ouais. Ouais, fais-moi le pitch, je dois voir ça, et envoie-moi les devis, c'est ce que tu envoies. Sell me this pen. Voilà, c'est ça, montre-moi, mets-moi à la place du prospect, s'il te plaît. Ok. Et là, donc c'est ça, qu'est-ce que j'évalue? Ouais, bah, premièrement, le packaging. C'est un concept vraiment compliqué à comprendre. Dans le produit, c'est beaucoup plus simple, mais par exemple, je vais faire le parallèle, je sais pas, avec des crêpes. Ouais. Et je vais dire, bon, ben, en fait, le packaging, c'est quoi? Donc, c'est pas le packaging. Le packaging, c'est le choix des ingrédients et la quantité de chaque ingrédient. Ouais. Et la façon dont ça a été préparé. Donc, le temps de cuisson, etc. Donc, c'est ça le packaging. À ne pas confondre avec le value selling. Le value selling, c'est si tu as une crêperie, c'est ce que tu vas mettre sur la carte, quelle photo tu vas mettre, comment tu vas l'embellir, le choix des mots, tu vas dire c'est une crêpe avec donc, c'est pas le maquillage, c'est vraiment la structure interne. C'est la structure interne. Okay. Voilà. C'est vraiment le squelette. Donc, tout le monde doit faire un choix pour tous les produits. C'est un choix de taille, un choix de composants, un choix de couleur. Donc, et en fait, pour faire ce packaging, on doit utiliser ce qu'on appelle les attributs de valeur. Ouais. Donc, tu peux pas... et tout le monde fait ça un peu au mode bricolage, au gut feeling, etc. Non, tu dois avoir choisi ta liste d'ingrédients méticuleusement, et puis avoir dosé chaque ingrédient de la bonne manière, et après, les cuire dans le bon ordre, de la bonne façon. Et en fait, il y a plein de packaging qui sont juste pas bien faits. Tu vois que c'est le fruit d'un patchwork, d'une évolution. Pour donner un exemple, alors, moi, je vois tout le temps, j'appelle ça le problème du café. Okay. Le problème du café, c'est comme si tu vas au McDo et tu prends un menu, et dans le menu, on te donne hamburger, frites et café. Ouais. Et tu fais, ouais, il est bizarre, ça c'est le package, ça c'est une erreur de packaging. C'est une association de produits il y en a c'est pas logique. Ouais, en fait, ça commence bien, puis il y a un truc qui est dérangeant, quoi. Tu dis, je paye pour le truc alors que j'en ai pas besoin. Ouais, ou tu dis, mais pourquoi il y a un café? En tant que prospect, tu dis, mais pourquoi il y a un café? Enfin, ouais, c'est la direction qui est persuadée qu'avec la nourriture, il faut une boisson. Ok. Mais pas un café. Mais pas un café. Ah, maintenant que vous le dites, c'est qu'on a mis la mauvaise boisson. Alors là, c'est un exemple extrêmement parlant. Dans du non-tangible, c'est pour ça que j'adore les boîtes non-tangibles, service et SaaS, ça arrive tout le temps. C'est le fondateur ou l'entrepreneur qui a une vision, qui pense que on va mettre du café, tout le monde va adorer le café. Ou parce que lui, il adore le café. Il pense que c'est une bonne association, alors que non. Et de nouveau, il ne se met pas à la place des prospects. Et tu peux l'entrepreneur, mais tu n'es pas l'acheteur. Donc, miroir. Et ça, je vois tout le temps le problème du café, surtout quand il y a plein de packs ou quand il y a plein de choses. Parfois, il y a une ligne qui casse tout, en fait. Et en fait, quand tu vois ça, en fait, tu vois qu'après, il avait fait, typiquement, il y a le menu hamburger, frites, café, et un autre menu all-in où c'est hamburger, frites, café, boisson froide et dessert. Donc tu vois les deux trucs et tu dis, mais en fait non, c'est la boisson froide qu'il faut mettre dans le pack d'avant, ouais, et le café avec le dessert. Ouais. Ah ouais, et c'est incroyable parce que parfois, c'est des quick wins, parfois je vends 30 secondes et tu mets le doigt dessus et la personne dit, en fait ça fait 1 an, on n'a même plus réalisé qu'on avait ça. Et switch, et le lendemain les choses sont mieux. Donc ça... Alors, le problème du café, c'est un des trucs que je trouve le plus souvent. Ah, c'est excellent. Si je dois résumer cet élément, parce que je trouve cet exemple, il est excellent. En fait, ta manière d'analyser, ça va être de se dire, tiens, une offre de valeur, c'est un peu comme des Legos. Ouais, il y a plein de Legos qui sont ensemble. Et toi, finalement, en 1 minute, quand tu rentres dans une boîte, ça va te se dire, ok, en fait, j'ai combien de pièces devant moi? C'est quoi la taille de chacune? Si je les enlève ou je les redispatche différemment, est-ce que je peux avoir finalement un ensemble, une figurine qui a une plus haute valeur perçue? C'est ça. C'est avec les mêmes ingrédients. C'est exactement ça des Lego. Je pensais à venir avec des blocs, mais c'est pour ça que j'adore ça. Moi, à chaque fois que j'aide une entreprise ou quoi, j'ai l'impression que c'est un escape game. Parfois, tu as 5 minutes pour trouver quelque chose, ou tu as une demi-heure. Donc, ça peut aller très, très, très vite. Mais je prends du recul, je dois poser quelques questions. C'est quoi les attributs? Et voilà, parfois, je vois des packs où je vais prendre l'exemple, on va dire, d'une pizzeria, et qui va décrire des éléments et qui va dire sel, poivre, serviette. Et donc ça, c'est un autre problème du packaging, c'est parfois on expose des éléments qui sont des commodités, qui servent à rien, et qui prennent de la place et t'as pas écrit burrata. Ouais, et qui cachent en fait les éléments de valeur. Exactement. Qui étaient beaucoup plus importants à faire remonter. Exactement. Et ça, dans les présentations commerciales, il y en a plein.
j'ai Déjà souvent les longs slide decks. Voilà, les gros slide decks. La valeur, elle est diffuse. En fait, vous noyez le message et que le deal soit 50 000, 100 000, 1000 euros. Voilà, allez à l'essentiel, mais avec les bons attributs de valeur. Tu Et sais que pendant 2 ans, j'ai pitché 100 slide deck juste avec Give Me 5. ah ouais, trop Et bien. finalement, ça me suffisait Ah ouais. parce que je posais les questions jusqu'à capter dans quelle direction il fallait aller. Puis Et oui, donc, c'est super. donc c'est complètement aligné avec ce que tu racontes. J'aime beaucoup cette question, mais j'ai envie d'aller sur la question d'après. Je pense que la question qui finalement a amené pas mal de gens, qui est le titre de cet épisode. Il dit finalement que le pricing peut doubler ton taux de closing, potentiellement ton chiffre d'affaires, uniquement en bougeant l'aspect packaging ou pricing et sans toucher tout ce qui est produits, commerciaux, nombre de leads, etc. Alors, concrètement, est-ce que c'est quelque chose de faisable ou j'ai fait un titre putaclic et je vais me faire rabâcher après? Non, c'est totalement faisable. Juste sur le pricing, peut-être pas. Ça dépend. Ok. Mais clairement, en travaillant le packaging, le value selling, donc je veux dire, toutes choses égales par ailleurs, avec les mêmes ingrédients, oui, tu peux doubler ton taux de closing. Je pense ce qui est pas très bien compris par beaucoup, c'est qu'est-ce qui impacte ce taux de conversion. De nouveau, mettez-vous à la place de l'acheteur. Vraiment, imaginez plein de types d'acheteurs. Vous avez peut-être exactement ce que cet acheteur a besoin, vous l'avez peut-être, mais vous commencez à pitcher. Et en fait, si vous avez déjà cette réunion, c'est qu'il est normalement déjà à 50% convaincu. Et Faut comprendre de quoi en fait. et la question qui lui brûle les lèvres, c'est combien? Ou comment est-ce qu'on va avancer? Ou c'est quoi l'offre? Et les minutes passent, elles passent, elles passent, elles passent, elles passent. Et puis après, le prospect répond à plein de questions et au final, il veut la réponse à cette question, c'est combien? On dit, un autre, prochaine réunion. Non, c'est donc ce qui réduit coût le taux du de conversion, R2. c'est le temps que ça met pour faire une offre, pour parler du prix. Donc voilà, parfois, même nous on a des gros deals, parfois c'est ma 3e ou 4e slide, voici l'offre. Et ça surprend le prospect, mais de manière positive. J'ai plein de clients qui disent, qui nous remontent des retours de leurs prospects qui disent, ah mais vous êtes super transparent, c'est très clair votre packaging, votre pricing. Donc cet élément qui peut augmenter le taux de conversion, c'est la vitesse à laquelle vous parlez du prix. Vous pouvez faire une offre. Plus tôt vous pouvez le faire, plus vous gagnez des points. Et là, je challenge directement parce que pour moi, il y a une autre notion que la rapidité, c'est la compréhension Voilà. de la valeur qui va être perçue positivement par le client sur base des questions. Et C'est de ça. mon expérience, c'est le packaging correct qui va te permettre de directement capter dans quelle direction tu dois aller, quelle porte tu vas ouvrir en C'est fait. exactement ça. C'est un peu comme Tinder. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui cherche quelque chose. Il ne sait pas encore trop quoi, mais derrière, tu connais un peu tout ton catalogue. Tu ne vas pas peut-être lui montrer tout le catalogue. Tu l'as packagé avec 3, 4. Donc, effectivement, dans Gimme 5, tu peux même avoir 5 packs. Tu peux me cacher des packs. Comme ça, tu es prêt à dégainer Ouais. les 2-3 packs qui sont pertinents pour lui. Mais effectivement, le jeu des questions. Et moi, je recommande souvent de poser toute une série de questions avant le premier meeting. Comme ça, vous réduisez déjà un peu le champ du possible. Vous montrez que vous avez bien préparé. Vous venez avec quelques questions. Et là, sorti de nulle part, vous montrez les packs et les prix. Et ça, en fait, si vous prenez les devants avant même qu'ils posent la question, voilà, en tant que tous les acheteurs, ils adorent ça. Je dois pas attendre pour avoir une offre. Personne n'aime, ça c'est super important. En tant qu'acheteur, personne n'aime avoir ce sentiment que le pricing va être fait à la tête du client. Ah ouais, c'est horrible. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on pose des questions. Donc, Quand on te dit typiquement, je vous envoie une offre. Et je là, vous tu envoie te une dis, offre. ouais, celui-là, il va ouais, me exactement. Il retourner. va poser plein de questions et en fait, il va m'envoyer l'offre dans une semaine. Il va ouvrir son Excel, il va modifier. Non, en fait, si, c'est ça la force du Smart Builder, c'est que, hop, c'est là. Et donc, tout ce sentiment de c'est fait à la tête du client, il a posé des questions et il essaie de maximiser le deal, c'est ça qui fait que le taux de conversion baisse. C'est que tu n'as pas créé la confiance. Peut-être que tu peux délivrer exactement ce dont il a besoin, mais tu n'as pas créé cette confiance. Et donc, un bon packaging de nouveau, une bonne clarté de la valeur, c'est ça qui augmente le taux de conversion. Et combiné à ça, donc ça, c'est le taux de conversion. Important à savoir. Donc, ça dépend les entreprises, mais donc, s'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, une grande erreur que je vois chez les entreprises qui existent depuis moins d'1 an, 2 ans, 3 ans, elles sont tellement obsédées par l'acquisition, d'avoir les premiers clients, qu'elles se disent, voilà, le moyen d'avoir des deals, c'est être agressif au niveau du prix, être moins cher que les autres acteurs. Rogner leur marge. Ils rognent leur marge, mais ce qu'ils oublient, c'est que pas cher égale pas bonne qualité. Ouais. Et donc, il y a plein d'entreprises plus matures qui ont l'habitude d'avoir pas mal de pitch,
qui vont systématiquement éliminer le moins cher. Et là, je vois plein de jeunes entrepreneurs qui rentrent dans des cercles vicieux en se disant, 100%. en fait, je ne vends pas. Et leur hypothèse, c'est que je suis encore trop cher. Et du Ouais. coup, baisse encore le prix. Et rentre dans cette spirale de, c'est que je suis encore trop cher. Non, 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 non. Bizarrement, c'est très bizarre, n'était pas assez cher. Ouais. Et je parlais de clients en SaaS que j'ai aidé en Belgique, voilà, qui a déjà dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui malgré tout était encore pas assez cher. On a augmenté les prix et il y a eu un effet incroyable sur l'acquisition, sur le taux de conversion. Parce qu'il commençait à être perçu comme étant beaucoup plus sérieux. Ouais, puis finalement, ça filtre aussi la qualité de tes leads. Exact. Ça rejoint très très fort mon vécu. Hein. Au tout début de Leadix, on se sous-priceait pour essayer de signer à gauche, à droite. Je pense que depuis, c'est un peu énorme de devoir le dire comme ça, mais je pense qu'on a fait x8 en termes de prix. Bah ouais, mais c'est super, c'est super. Non, mais c'est des choix. Et il y en a trop qui pensent que pour avoir des leads, il faut être pas cher. Et du coup, bah, réaliser qu'en étant pas cher, vous êtes perçu comme Ryanair. Alors peut-être vous faites un truc incroyable et que vous pouvez arriver sur le marché en vous positionnant comme Emirates. Ouais, mais surtout, en fait, je trouve que quand tu as un bon pricing, parce que c'est pas juste une notion de prix, comme tu le disais, ça protège ta marge, ce qui fait que tu peux délivrer aussi, assurer de délivrer une meilleure qualité au client, ce qui fait qu'il est plus satisfait, et donc il Ça- reste, et donc finalement, ça c'est augmente vertueux. même ta valeur sur le long terme. Ouais. Nous, quand on a augmenté le prix, qu'on a pu délivrer de la meilleure qualité, en fait, on a eu un churn qui a été coupé en deux. Mm. Et ça, c'est extraordinaire. Et Ouais. c'est un truc où, du coup, il y a un double effet. Comme tu disais, si tu augmentes tes prix, ben, potentiellement, tu peux mieux vendre. Mais ce qui est assez fou, c'est que du coup, comme tu peux mieux faire le service ou le Exactement. produit derrière, eh bien, en fait, tu vas avoir un churn réduit. Ce qui finance ta croissance, c'est le profit. Et tu as du profit, ben, tu peux l'investir effectivement soit dans l'acquisition, mais aussi dans ta formation à toi, dans tes process, dans tes outils, pour être meilleur, pour délivrer quelque chose de meilleure qualité, etc. etc. Donc vraiment, ça c'est un gros warning, surtout pour ceux qui se lancent, parce qu'il y en a plein qui tombent dans ce piège. Je me lance, je dois être pas cher, je dois être moins cher que... Et réalisent pas que pour tous les produits, on prend une bouteille d'eau, on va trouver des bouteilles d'eau à 30 centimes, on va trouver des bouteilles d'eau Ouais, à question de 2 euros. contexte. Donc, Trop bien, tout- mais j'ai envie qu'on continue Vas-y. là-dedans parce que Ouais. c'est excellent. Et je trouve que la meilleure manière finalement d'expliciter ça, c'est au travers d'un exemple. Et donc je te propose un roleplay. Imaginons demain, en fait, on relance un LeadX 2.0 ensemble. Comment est-ce que tu approcherais le pricing? Alors j'espère que mon pricing n'est pas trop claqué au sol aujourd'hui. Je vais peut-être du coup apprendre des choses que je devrais modifier. Mais comment tu aborderais les choses? En fait, peut-être dans cette première heure, quand tu montes une boîte, c'est quoi les questions que tu te poses? Est-ce que tu vas vendre en te disant, tiens, bah, je vends de l'acquisition, je vends des leads, je vais vendre une certaine quantité de leads, je vais vendre au résultat, et là j'ai un avis tranché là-dessus. Ou alors, est-ce que je vais vendre par taille d'entreprise à qui je m'adresse, mais ça peut être difficile à faire passer à certains. C'est quoi ta première approche de base si demain on a une agence d'acquisition go-to-market? Alors, ben, avant de m'attaquer au pricing, clairement, je ferai un choix de positionnement Ok. très très important. Est-ce que en fait, je voudrais être une machine à volume ou est-ce qu'en fait, je veux faire une agence qui a un certain niveau de profit pour avoir un bon niveau de vie? Ok. C'est très 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 C'est important. une très bonne Non, non, question. c'est super, super, super important. Est-ce que, en fait, j'espère vraiment que quelqu'un va acheter mon agence, etc. Donc, je dois faire du volume, embaucher, etc. Ou en fait, non, moi, si en fait on reste 5 et qu'on se paye bien et qu'on a les vacances qu'on veut, etc. Donc, ça, c'est les premières questions à se poser. Ensuite, quelle typologie de client je veux avoir? Ça, c'est aussi super important. Et comme je suis en lancement, pour moi, dans toutes les sociétés de services, ce que les gens vont acheter, d'abord, c'est la personne, c'est la confiance. Ouais. C'est un peu le track record. Donc, est-ce que j'ai déjà un track record là-dedans? Si je peux utiliser même avec une autre boîte, je dois le faire. Si pas, priorité, c'est aller chercher ce que j'appelle les premiers logos, les premières références, les premiers clients qui font des témoignages. Je trouve qu'il n'y a quasiment rien de plus vendeur qu'un témoignage. Un client, tu peux venir avec les meilleurs ROI ou quoi, mais si tu as Ça, c'est quelque chose qui doit faire partie de tes offres Ouais. ou ton deck, mettre les Ouais, logos ouais, clients. ouais. Donc moi, Ça, c'est un pour Morgane. ça fait longtemps que j'ai pas vu tes packs et tes prix, mais effectivement sur Giveify, il y a une sorte de page d'introduction et moi je recommande souvent soit mettre une photo de la personne qui va prester parce qu'on achète un visage ou de l'équipe ou des photos de clients existants avec des petites citations. Ça fait 50% de la vente. Si les gens se reconnaissent dans ces différents personas, ces cases-là, même s'ils connaissent pas le logo, ils disent en fait eux, ils ont fait confiance. Alors moi aussi quoi. Ouais, ça je vais le aller. prouve, ça change tout. Ouais, ça pète tous les ROI calculateurs. C'est un des premiers trucs que j'ai cherché, c'est vraiment des références, des gens qui, pas que les logos, mais des personnes qui disent c'était incroyable, on a eu tel impact. Il y a différents types de témoignages. Donc il y a des témoignages plutôt quantitatifs, genre avant, après, mais aussi des témoignages plutôt qualitatifs.
On a trouvé la qualité du service incroyable. Ok, je vais Ça- te challenger ouais. directement sur les logos parce que je Ouais. trouve ça super intéressant. C'est un très bon conseil. Donc, on a choisi. Est-ce Ouais. qu'on est sur Donc, du volume ou est-ce ouais. qu'on est sur quelque chose de plus réduit, un peu plus haute qualité? Est-ce qu'on est du Ryanair ou du Emirates? Ensuite, on va essayer d'aller chercher ses premiers clients. J'imagine un peu la stratégie, la Ouais. hormosie. Au départ, tu signes ce que tu peux pour avoir des Voilà. bons logos et puis Exact. après, tu upsell. Exact. Maintenant, ces premiers logos, on est dans le On est service là. et ils Ouais. challenge et ils viennent avec des angles complètement différents. Et à chaque fois, tu te rends compte que ce que tu dois délivrer comme valeur est différent. Comment tu te positionnes justement en termes de pricing Mhm. pour pas, en fait, à chaque fois te faire dérailler de tes packs et Ouais. de se dire, oh, mais attends, là, il me demande un truc qui est pas dans mon pricing de base. Ouais. Au début, apprendre. Exactement. Tu dois rester agile. Observer. Tu as tes hypothèses. Faut pas être borné, buté en mode c'est ça ma proposition d'heure. Voilà, j'ai fait effectivement mon hamburger, mes frites et le café. Et ils me demandent tous de changer le café en une boisson. Ils ont rien compris. Tous des tacos, on Non, finit par voilà. lancer des tacos. Non, c'est ça. C'est faire preuve d'humilité. La vérité se trouve dans la tête des clients, du marché. Et tellement d'entrepreneurs se trompent. Donc, il faut rester ouvert. Et à un moment, et ça peut aller assez vite, on va voir des patterns, on va voir qu'il y a plein de trucs qu'on fait qui servent à rien. Donc voilà, moi j'ai fait des années de conseils. Des présentations de 50 slides, 100 slides, des livrables, des rapports, etc. Le nombre de fois que j'ai vu au final les gens, le truc, et tu te dis, au final, on a passé 70% de temps à rédiger des trucs Ouais. et que 30% à réfléchir. Alors qu'au final, ce que les gens valorisent, c'est ça. Donc, en fait, en faisant, tu vas petit à petit réaliser ce que les gens valorisent, ce que les gens ont trouvé un peu de la fioriture, etc. Et donc, tu vas commencer à voir un peu plus clair au niveau de ton packaging. Donc, mais au début, tu dois clairement pas essayer de maximiser ton prix, d'optimiser tes packs, etc. Tu dois apprendre, tu dois avoir tes premiers logos, avoir de la crédibilité auprès des prochains. Et puis, à un moment, tu commences à structurer. Et là, ça commence à devenir très intéressant. Donc, tu dis, vous avez augmenté vos prix, vous avez fait quasiment x8 donc en quelques années. Mais là, c'est important, tu sais pas. Donc, tu dois venir avec ce que j'appelle un spectre de prix. Donc, c'est ça qui va cadrer tes premiers packs. Tu dis, en fait, nous, on est content si, en fait, nos deals, c'est minimum 1 000 € par mois et jusqu'à 10 000. Voilà. Donc, ok, on va faire un truc à 1 000, un truc à 5 000, un truc à 10 000. Eh ben, Ça par va exemple, là-dessus, est-ce que tu dois faire 10 packs en te disant, en fait, j'ai un premier pack à 1000, à 2000, 3000, 4000, jusqu'à 10 000? Ou est-ce Non. que tu vas faire. En fait, c'est 3, quoi le 4. bon nombre? C'est entre 3 et 4. Non, le bon nombre, c'est entre 2 et 5. Donc, il y a la théorie il y a des courbes à la théorie du choix. Alors, pourquoi être entre 2 et 5? Tout le monde, il faut minimum 2. Ouais, Tout le monde sinon, aime t'as pas bien- le choix. Voilà, sinon, tu n'as pas le choix. Minimum 2. Donc, ça, c'est le grand minimum. Après, tu peux rentrer dans les stratégies, des vraies stratégies si tu as une offre très fournie de vraiment faire 3 packs, voire 4 packs. Mais si tu n'as que 2 vrais packs, tu peux faire un 3e pack un peu faux. Un decoy effect. Un quoi. decoy effect. Comme Et la là- bouteille de vin dans les Voilà. restaurants. Et ça, il y a 2-3 techniques. Donc, je la fais rapidement parce que tout le monde connaît un peu la bouteille de vin très chère. Donc, tu as le decoy effect version 1 où en fait, tu introduis un pack très cher. Donc, ça te donne l'impression que le 2e pack, finalement, c'est un bon deal. Ça, c'est une façon de faire. Tu peux avoir un decoy effect où tu introduis un pack moins cher que le premier pack, mais très pourri. Très, très pourri. Et au final, donc, tu vas avoir beaucoup de gens qui acceptent beaucoup plus facilement ton premier pack. Donc, disons, au lieu d'avoir ton pack à 1000 et 5000, tu vas essayer de faire des vrais packs à 2000 et 5000. Et tu vas faire un pack à 1500, donc un peu moins que le 2000, mais très, 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 très pourri. Et t'as pas peur que si on fait un pack pourri, on ait des clients après 2 mois qui te chornent en disant. Bah, en fait, Non. Ce pack pourri, non, personne ne doit l'acheter. C'est comme la bouteille chère. Ok. C'est un leurre où Donc ils tu le disent... pitches aussi en disant, Ouais, bah, en ouais. fait, c'est vraiment, si vous êtes ric-rac et qu'il n'y a que ça que vous pouvez Ouais, prendre. c'est et- limite la pizza margherita. Genre, on va dire, t'as une bonne pizza, voilà, 4 saisons, on va dire à 15 €, mais tu mets ta pizza margherita à 14 €. Ouais. Voilà, donc les gens vont dire ouais, 14 € pour une pizza margherita, mais surtout, tu vas les entraîner en mode, ils vont accepter la 4 saisons à 15 €. Mais tu sais très bien que personne ne va prendre la margherita à 14 €. Donc ça, c'est un peu, on appelle ça le ugly tom. Et après, tu as un autre qu'on voit souvent dans les cinémas. Tu introduis un decoy effect, un pack au milieu, mais qui est très proche du pack cher. Donc, disons que tu as tes 2 packs à 5 et 10 000. Et en fait, tu en mets un à 9 000. Et là, les gens se disent, en fait, ouais, bon, 9 000 c'était mon budget. Moi, je voulais un truc en dessous de 10 000. Et ils s'auto-upsell en fait. Mais ouais, et là, il dit, en fait, finalement, pour 1 000 € de plus, j'ai tout ça en plus. Donc là, pareil. Donc, tu as le premier effet où ils disent, ah, cool, il y a un pack à moins de 10 000. Mais quand ils regardent en détail les différences, ils disent, au final, je rajoute un peu et j'ai beaucoup plus. Ouais. Et en fait, tu n'as pas ça, Et donc ça, si tu- tu n'avais que le 5 et 10 000. Si tu avais le 5 et 10 000, beaucoup plus de gens prendraient le 5 000 et pas le 10 000, ils diraient peut-être un peu plus tard. Mais avec le 9 000, tu peux capturer un peu plus et pousser un peu plus de gens pour le 10 000.
Donc voilà, 3 techniques de decoy, soit plus cher que ton pack le plus cher, soit moins cher que ton pack le moins cher, mais vraiment pourri, soit un peu moins cher que ton pack le plus cher, et là, il bascule. Donc voilà, ça dépend franchement de la richesse de ton catalogue, si tu as assez d'éléments pour le faire. J'adore. Mais, et donc c'est pour ça qu'on voit très souvent 3. Après, si tu as 3 vrais packs, donc et pas à confondre, ça aussi, il y en a plein qui font cette erreur-là. Dans les processus, C'est 3 volumes différents, mais il n'y a pas de différence entre les packs, quoi. Toi, tu viens vraiment Ouais, faire des éléments de valeur ouais. différents. Il y en a qui font par exemple, premier pack, c'est engagement 3 mois. Deuxième pack, engagement 6 mois. Ouais, Troisième pack, il y en a plein qui font ça. Non, c'est pas pas un des pack, packs. Ça, c'est des durées de contrat. Et là, tu mets une remise s'ils veulent s'engager. Mais en fait, tu peux avoir une grille à 2 niveaux. Tu peux avoir les 3 packs des différenciations de valeur. Donc, comme les iPhones, plus d'espace de stockage, une meilleure qualité de l'appareil photo, etc. Donc, il faut vraiment 3 points de valeur très différents, 3 points de prix très différents. Et après, tu as des conditions d'engagement, de paiement qui peuvent varier et permettre des tarifs un peu différents. Mais surtout pour l'agence qu'on lancerait en démarrage, il faut penser à ces 3 packs qui sont les packs en régime. Surtout si on a un business, on va dire, d'abonnement récurrent. Ouais. Donc, on veut se dire, en fait, à un moment ou à un autre, on veut que les gens arrivent là-dessus. Mais il est peut-être peu probable qu'ils choisissent un de ces 3 packs-là dès le départ. Il y en a plein qui vont dire, on ne se connaît pas, est-ce qu'on peut pas faire un projet pilote, est-ce que... Mais en plus de ça, nous, on sait que pour un premier client, il y a probablement un effort considérable à faire au début, en fait, de setup, de compréhension, etc. Et donc, ce qu'il faut toujours avoir, c'est un peu ces 3 packs que j'appelle les packs en régime, et avoir des packs spéciaux d'acquisition. Okay. Dans les SaaS, on parle souvent de lend and expand. Donc, tu goûtes le gâteau et puis après, tu achètes le gâteau, quoi. Voilà, mais vraiment. Donc, mais il y en a plein qui font comme erreur, donc surtout de nouveau ceux qui se lancent, ils pensent d'abord à leur pack d'acquisition. Donc ils font un truc avec des audits, etc., etc. Donc ils le font dans un tableau PowerPoint, Excel. Et à partir de là, ils appellent ça peut-être le pack bronze. Et puis ils font un pack silver, un pack gold. Et en fait, ça fait un faux chemin. Parce que dans le pack bronze, tu as mis des éléments pour lesquels il y a une valeur perçue importante au début, un audit. Mais après, en abonnement, l'audit, il est fait, on s'en fout. Ouais, complètement. Donc il y a des décrochages qui fait qu'il y a plein de boîtes qui passent pas du bronze au silver parce que tu dois faire... je vais pas repayer pour les trucs qui n'ont pas de valeur. Donc tu dois vraiment dissocier ton approche. Tu fais tes 3 packs en régime bronze, silver, gas. Qu'est-ce qui va se passer après 3 mois? En fait, c'est ça les packs. Tac, 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 tac. Et après, tu fais un pack un peu spécial d'atterrissage. Premier truc, et là tu mets, et donc ça peut soit être du one shot, soit de l'abonnement, etc. Mais il faut vraiment dissocier l'approche et faire des packs. Et là, il y a plein de sous-variantes. Il y a des packs starter, il y a des packs discovery. En fait, tu réfléchis vraiment au parcours de ton client dans l'entièreté à l'avance. Exactement, surtout dans les récurrents. Okay. Surtout dans les récurrents, tu dois penser, ça c'est une autre erreur que quand je dois évaluer des packs de business récurrents, je fais ma casquette de prospect. Et là, je vois plein de choses qui ne vont pas. Mais je fais aussi ma casquette de client qui est là depuis 6 mois. Et là, ce que j'évalue, je regarde si est-ce qu'en tant que client depuis 6 mois, il y a des choses qui me donnent envie de passer d'un pack à un autre après la vente initiale, d'upgrader. Et ça, c'est des packs qui sont très très bien faits. Lorsqu'il y a un peu des traits d'union entre les packs ou après la phase initiale. Ouais, ça fonctionne bien, mais tu as une friction sur un petit point où tu dis ah, ça partait, ça voilà. Et là, typiquement, dans les agences, on retourne un peu dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que je ferais en termes de packaging? Un autre truc, on parlait de positionnement, premium, low cost, etc. Ça, c'est une façon. Je peux directement te dire un truc qu'on a mis, comme ça je suis curieux d'avoir ton retour. Ouais. On a par exemple développé des outils en interne sur lesquels on onboard de plus en plus nos clients pour compenser un peu en fait, les gaps entre les outils du marché. Parce que tu as de très bons outils sur le marché, mais qui n'ont pas toujours en fait, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, on vient pas essayer de développer nos outils, donc on ne fait pas une transition comme toi tu as fait service-produit, mais plutôt complémenter pour avoir une chaîne de valeur qui est assurée dans la totalité. Et notamment, là-dedans, on a des options qu'on peut déverrouiller. Par exemple, quand tu as un volume de leads à gérer, donc c'est déjà que tu es dans une mission qui fonctionne bien. Mais en fait, mine de rien, les clients ils sont très satisfaits, mais ça crée un nouveau problème. C'est en mode, en fait, ça me prend un temps dingue de gérer toutes les demandes. Et donc, on met en place un AI Reply Manager, quelque chose qui va avoir le contexte de l'ensemble de la discussion, du cadre de la mission, et qui va drafter une réponse avec déjà les best practices commerciales. Et comme ça, ils peuvent juste valider pack sur l'app et ça part. Nickel. Ça, par exemple, c'est un upgrade qu'on a. Exactement. Donc ça, c'était mon point, c'est trouver une façon de se différencier des autres agences. Donc, je veux dire, c'est un peu comme de nouveau les pizzerias. Il y en a plein des pizzerias, mais comment se différencier? Donc, il y a une question de positionnement, mais quel est un peu l'ingrédient un peu unique qui va faire que quand quelqu'un va le goûter, il va dire waouh, ça c'est incroyable, et il va rester et revenir et revenir. Et donc tu le teases ou tu le fais goûter, quoi. Ouais, c'est ça, il y a les deux.
Il y a les deux. Donc, tu dois trouver un peu cet ingrédient unique à très, très, très haute valeur perçue. Donc, ça, c'est le retour des clients. Donc, tu dois tester, tu dois en parler, tu dois avoir un peu des retours. Et moi, selon moi, effectivement, j'ai travaillé avec quelques agences un peu d'outbound. Effectivement, il y a plein d'outils sur le marché et je ne doute pas de la maîtrise. Il y en a qui ont des certifications, il y en a qui sont là depuis un petit temps, etc. Mais il y en a ce qu'ils oublient dans tout ça. Moi, c'est clair, voilà, on n'achète pas des leads. On achète du chiffre d'affaires. On achète du chiffre d'affaires, on achète... Et on peut comprendre que on peut pas mettre toute la responsabilité du côté de l'agence outbound. Nous, on a notre part du travail à faire de convertir. Ouais. Mais on achète des réunions avec des personnes qualifiées. Ouais. Et l'aspect qualification est super important. Exactement. Méga, méga qualifiées. Et donc ça, on fait l'exercice où je suis la personne qui va créer l'agence outbound. Je dois comprendre le prospect. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il achète des leads ou est-ce qu'il achète des rendez-vous qualifiés? Ça va être méga clair dans le packaging. Donc ou des leads qualifiés, parce que ça peut même être l'entre-deux en fait. C'est exact. Tiens, je veux des gens qui correspondent exactement à mes critères et ils sortent pas du tout du cadre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc où mettre le curseur? Mais ça, pour moi, c'est des discussions super intéressantes à avoir entre le vendeur et l'acheteur. Mais ce que plein d'agences, je pense Outbound oublie et des SaaS, je vois beaucoup de similitudes entre les deux, c'est la qualité du service. Donc je reparle un peu des pizzerias. Ouais. Si tu as une super bonne pizza, délicieuse, mais que le service est catastrophique, peut-être tu as délivré un peu les leads, hein, mais si les réunions qui se passent avec le dedicated Customer Success Manager, il bégaye tout le temps, il n'est pas structuré, les réunions sont longues, il n'est pas straight to the point, il oublie, il dit je vous envoie le mail demain, et au final, demain, j'ai envie d'avoir les résultats, et en fait, il ne l'envoie pas et j'attends une semaine. Ok, peut-être que j'ai des réunions qualifiées, mais s'il y a une autre agence qui fait quasiment le même nombre de réunions qualifiées, avec un meilleur suivi, peut-être un peu moins, mais un meilleur suivi qui me permet de gagner en visibilité et de réagir sur certaines choses. Donc pour moi, il y en a plein qui oublient un peu leur ADN de service, la qualité du service, c'est extrêmement important. Donc et si on réalise comme l'iPhone, si on se dit, en fait, dans 1 an, on veut que nos clients payent 20% de plus, sur quoi est-ce qu'on doit travailler? Et qu'on se met ça comme objectif, on se dit, en fait, il va peut-être falloir que dans mes entretiens d'embauche, j'embauche quelqu'un qui est très structuré, qui parle très très bien, mais est très 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 efficace parce qu'on parle tout le temps avec des dirigeants et leur temps, c'est l'argent. Leur temps, c'est de l'argent. Ah, c'est vrai que c'est un élément auquel on ne pense pas dans la Ta feature AI, elle est top. Tout ce que vous faites gagner du temps, donc les dirigeants, ils adorent gagner en visibilité, gagner du temps. Ouais. Ça doit être rapide. Et moi, avec les quelques agences que j'ai travaillées, je manquais un peu ces aspects-là, quoi. J'étais OK, mais... la campagne se passe bien, pas bien, c'est-à-dire quoi bien, pas bien. On a une fenêtre de visibilité ultra efficace, quoi. Ouais. Et donc, la proactivité. Ouais. Ça, tout le monde aime se sentir dans un siège un peu confortable où en fait on est conduit, quoi. Donc, quand on a un partenaire qui anticipe certaines choses, qui nous surprend, qu'est-ce qui fait le succès d'Instagram, de Facebook, Instagram, c'est on ne sait pas ce qui va se passer après le scroll. Et tu as envie de voir, voilà. Une FOMO, ouais. Et ça assure de la rétention. C'est en fait tous les mois, il y a une petite surprise de l'agence, on ne sait pas quoi. C'est un insight sur notre campagne, mais c'est peut-être un insight marché ou quoi. Et en fait, c'est tous ces petits trucs-là où, si je lance une agence, d'abord, je serai obsédé par la valeur perçue. Qu'est-ce qui peut augmenter la valeur perçue? Qu'est-ce qui peut être très différenciant? Où sont les grandes attentes? Et après, packager un peu mon discours autour de ça. Et ce qui ne plaît peut-être pas à tout le monde, par exemple le café, en faire un add-on, je me dis, mais ça, je suis certain qu'il y a 20% qui vont l'aimer et j'en fais un add-on très cher. Ok. Et maintenant, tu as fait tes packs. On est arrivé sur 3 packs qui sont bien faits. La valeur derrière, on l'a assurée. On a bien géré la répartition des éléments de valeur. Est-ce que tu mets ton pricing sur ton site web? Très souvent, je dis non. Très souvent, je dis non. Donc j'ai beaucoup d'entreprises qui ont leur prix en ligne. Je revois des pricing pages publics, donc j'en fais plein. Mais il y en a plein qui ont mis leur prix en ligne alors que ça sert à rien du tout et ça leur cause plus de tort qu'autre chose. Donc, c'est quoi qui va définir une entreprise où c'est une mauvaise idée ou une bonne idée de mettre son prix en ligne? Alors la première chose qu'on challenge, de nouveau, il y a le cas particulier de ceux qui se lancent au début, ils mettent clairement la charrue avant les bœufs. Donc ils passent beaucoup de temps sur le site web. C'est bien, il faut un site web, c'est une vitrine, il faut. Mais tu peux passer des jours, des semaines, j'en entends maintenant avec Lovable qui ont passé 2 mois sur Lovable à faire un magnifique site web. Alors que le truc peut te faire un truc magnifique en 3 minutes. Donc 2 mois, ça n'a plus aucun sens. Pareil, j'ai entendu ça, j'ai dit 2 mois, oui, mais parce que c'est censé te faire gagner du temps. Mais il y en a qui sont perfectionnistes, mais du coup, ils ont passé 2 mois à faire ça.
mais il n'y a pas de trafic sur le site. Et en attendant, ils n'ont pas parlé avec des Non, des les gens ne les connaissent pas, personne ne va les googler, il n'y a aucune recherche SEO qui va mener à leur site web, etc. Donc ils ont passé un temps dingue là-dessus. Et sur leur pricing page, à faire un peu le choix des attributs, des sections, des couleurs, du prix, de la discount, etc. Et ils n'ont pas parlé à un prospect, ils n'ont pas vu... Et je dis quand bien même vous avez du trafic sur votre site, donc de 1, s'il n'y a pas assez de trafic, je veux dire ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. De 2, disons qu'il commence à avoir pas mal de trafic, ce qui est super dommage. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Au début, tu dois apprendre. Et en fait, là, tu crées un fossé entre toi et tes prospects. Ouais, tu dois être au contact direct. Voilà. En fait, presque tu dois enlever ton site et puis le construire une fois que tu as 15-20 clients. Quoi. Ou tu peux avoir ton site et éventuellement tes packs, mais pas tes prix. Mais ce qui est extrêmement important au début, c'est que tu dois voir les réactions des prospects et des clients quand ils voient la page de prix. Est-ce que c'est la même chose pour le service? Parce que là, on est dans le cas d'une agence, mais on a un SaaS. La plupart des SaaS vont avoir le réflexe de mettre leur prix en avant. C'est normal, c'est du self-served. Mais comment tu vas d'office pas le pousser? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors ça, c'est un mythe, un énorme mythe. Ok, génial. Il y a 70% des SaaS qui n'ont pas leur prix en ligne. Ok. Grande majorité. Mais pire que ça, quand le panier moyen dépasse les 5 000 € par an, donc c'est pas si grand que ça, hein, quand ça dépasse les 5 000 € par an, on est à, je crois, 90 ou 95% qui n'ont pas leur prix en ligne. C'est énorme. Ouais, ça m'étonne pas en vrai. C'est énorme. Et en fait, l'erreur du coup, de nouveau, de plein de gens qui lancent un peu leur SaaS, c'est qu'on a tous en tête Slack, Notion, ClickUp, Dropbox, etc. Mais c'est des petits deals. C'est limite des comportements d'achat B2C. C'est des petits trucs faciles. C'est ce que tu disais au départ. C'est petit deal, mais beaucoup de volume. Beaucoup de volume. Et c'est leur positionnement. En fait. Mais c'est des boîtes qui ont levé un nombre incroyable. En fait, beaucoup de choses étaient financées par des investisseurs à coût de dizaines de millions, centaines de millions pendant très longtemps. Et du coup, elles avaient des stratégies de prix très agressives, etc. Et ils augmentent d'un coup par la suite. En fait, il y a beaucoup de SaaS qui ont un panier moyen supérieur à 5 000. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une solution qui commence à coûter quelques centaines d'euros ou milliers d'euros par mois? De nouveau, mettons-nous à la place du prospect. Un truc qui va coûter plus de 5 000 € par mois, est-ce qu'on va mettre sa carte de crédit? Un truc qui va coûter plus de 5 000 € par mois, probablement il est complexe. Est-ce que je vais prendre le temps de l'explorer tout seul, même s'il y a 14 jours gratuits? Non, t'as besoin qu'on t'explique. J'ai besoin qu'on m'explique. Je veux du service avec. C'est comme le service. Je n'imagine pas quelqu'un qui achèterait une mission chez nous sans passer une heure de discovery. Exactement. J'achète quelqu'un. J'achète une qualité de service. Ouais. Je veux avoir à partir de 5 000 €. C'est vraiment, il y a des sites, on peut aller voir. Mais à partir de 5 000 €, en fait, les gens attendent au moins un meeting et veulent s'assurer, même si tu as plein de références, que en fait, tu peux répondre à mes besoins. Mais je veux aussi regarder un peu la qualité. Est-ce qu'on va avoir un fit? Ouais. Et donc, pour ces raisons-là, en général, ça ne sert à rien de mettre ton prix en ligne parce que, en fait, peut-être tu vas donner des informations que quand, mais ce n'est pas ça le truc. Mais surtout, tu perds la possibilité de convaincre la personne de montrer qui tu es, de montrer la qualité, mais aussi, tu perds l'opportunité d'apprendre, en fait. De dire, en fait, là, je n'ai pas été bon, je dois m'améliorer, j'ai été trop long à parler du prix, ou en fait, il a réagi bizarrement face à mes packs, j'ai peut-être un problème du café, je vais peut-être lui poser la question. Et tu dois avoir 50 ou 100 pitchs avant, si derrière tu parviens à avoir du volume sur ton site. Après, tu peux mettre tes prix en ligne. Après, il y a des parades. Il y a ce que j'appelle les fausses pricing pages où tu peux mettre tes packs, où tu peux mettre une indication de prix. C'est à partir de. Ouais. Si tu veux quand même éliminer certaines personnes qui n'ont pas le budget minimum. Mais voilà, ça c'est. Et j'invite à regarder par exemple le site web de pricing page de monday.com. Ouais. Ils ont changé récemment parce qu'ils ont fait une grosse release AI la semaine passée. Tout le monde, je dis ça, est chamboulé là avec les AI. Et vous allez voir, donc les prix, ça va de 9 à. Ça va jusqu'à 17 € par utilisateur par mois. Donc ce sont des petits prix. Et on peut choisir le nombre d'utilisateurs. Et vous allez voir que quand vous cliquez sur 50 utilisateurs, donc on atteint des paniers d'environ 500 à 1000 € par mois. En fait, les prix disparaissent. Donc ça s'appelle des pages de prix hybrides. C'est qu'en fait, pour un certain segment, jusqu'à un certain montant, on voit les prix. Au-delà d'un certain montant, il y a marqué Contact Us. Ouais. Et là, ça envoie pas mal de choses. Ça envoie, on va vous écouter. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir des remises sur base du volume, etc. Et on rentre dans d'autres mécanismes de packaging pricing. Ah, c'est smart. Et donc, ça. Mais voilà, en général, je recommande le packaging ou une idée de packaging. Comme ça, les gens voient déjà une certaine structure. Ils voient la clarté, ils disent « Ah, ok, je peux faire ça, ça, ça. » Et éventuellement une indication de prix. Et derrière, un bon Contact Us. Et puis derrière, les logos. Et puis la suite, des bonnes questions. Et assez rapidement, pouvoir parler des packs et des prix, des options.
Et là, l'astuce, ça devient, peut-être tu l'as vécu, ça devient une co-création d'offres en fait. Ouais. On appelle ça aussi un peu l'effet IKEA. Il y a vraiment un truc particulier qui se produit donc, avec nos clients qui utilisent Gimme5. Et là, pour le contexte, c'est la co-création d'offres et comment ça a fonctionné dans Gimme5 pour ceux qui ne connaissent pas l'outil. C'est que quand on va présenter, en fait, on peut interagir avec le prospect et notamment, il y a des options qui peuvent être activées, des toggles, des drop-down, changer de pack. Et donc, si le prospect dit ouais, mais en fait, non, cet élément, ça m'intéresserait, on peut très facilement changer sur le pack d'après et venir dire ah ben voilà, du coup, on serait dans ce genre de prix-là. Est-ce que c'est cohérent pour vous? Est-ce que ça répond à vos besoins? Ouais, c'est exactement ça. Et il y a plein de choses qui se passent un peu sur cette offre interactive. Et on essaie de gamifier un peu la chose, de rendre vraiment la vente agréable pour les deux parties. C'est super important. Pas que ce soit un truc unidirectionnel, très statique. On est en 2026. Les choses doivent être beaucoup plus Ouais, on dynamiques. crée littéralement une relation au travers de ça. Exactement. Et ça s'appelle un peu l'effet IKEA. Pourquoi cet effet IKEA? Il a co-construit, donc ouais. Exactement. En fait, à l'époque, on allait au magasin de meubles, on nous livrait le canapé. Là, c'est quand même fou. On achète un truc démonté. Et en plus, Et on on doit achète le un truc monter. de moins bonne qualité et De on est moins plus bo- satisfait. Voilà. Ouais, Mais clairement. il y a ce truc de satisfaisant, on l'a monté, on est fier, j'ai fait le bureau, j'ai fait la chaise, Ouais, et complètement. on va souvent y repenser, je l'ai fait. Et en fait, on a réussi à créer ça un peu avec Gimme5. Bon, les gens ne le savent pas trop, mais le prospect, il y a un truc le fait de pouvoir interagir avec l'offre ou le faire avec le commercial en même temps, il y a cet effet de co-création. Ah, mais je le Il y vois a un même lien plus après, fort. même après l'envoi de l'offre. Moi, je vois au travers de Ouais. tes emails, dès que quelqu'un clique, ça déjà c'est génial. Ouais. Mais en plus, dès que tu reparles avec, tu vois qu'ils ont fait ouais, mais alors j'ai testé cette option, mais en fait, est-ce que c'est cohérent avec ces trucs? Et tu vois qu'en fait, ils ont Ouais. joué de leur côté. Voilà. Et c'est génial parce que du coup, il y a une projection mentale aussi sur les différentes parties du pack. Exactement. Et c'est de nouveau, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus oui ou non, ça devient lequel. Ouais. Ou, ok, j'aime bien ça, mais je commence par ça. Et ils se projettent déjà dans des upgrades. Et c'est ça qui est super cool, de nouveau, dans les business models récurrents. C'est si les choses sont bien faites, ils voient eux-mêmes le chemin. Ils se disent, ok, je commence par ça, mais peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Et en fait, tu provoques ce qu'on appelle les natural upgrades, où c'est à un moment les clients eux-mêmes qui disent, on est prêt pour passer, pour que tu actives cette option, on est prêt pour passer à la suite, etc. Donc, Trop bien. il y a moyen de faire des trucs assez chouettes. Ouais. Par rapport à, revenons à notre petite agence, on a monté l'agence, on a tout choisi, on a nos packs, on a justement ces éléments de valeur, ces upgrades. Et maintenant, on a du coup les quelques premiers clients. Il y a un conseil qui est un peu un challenge pour toi et une phrase de Oussama Ammar qui m'avait choqué à l'époque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Oussama Ammar, déjà renseignez-vous. Mais surtout, c'est un des cofondateurs de The Family qui a vraiment chamboulé tout ce qui était French Tech. Alors c'est un personnage particulier, on peut le dire, mais il a le mérite de parfois donner des conseils assez incroyables et d'une manière tellement brute que ça change la donne. Et un des conseils que moi j'avais retenu sur son pricing, c'était au début d'une activité. En fait, la meilleure manière de trouver le bon prix, du coup tu vas me dire si c'est une bonne manière ou pas d'un point de vue scientifique, et en fait c'est de vendre et à chaque vente de doubler son prix pour la prochaine personne à qui tu pitches, jusqu'au moment où tu n'arrives plus à vendre. Alors ça c'est quelque chose que, alors moi j'avais testé avec Lidix, honnêtement je sais pas si c'était pas les balls, je sais pas quoi, mais j'ai pas voulu doubler, je trouvais ça un peu too much, comme beaucoup de choses de Oussama Ammar. Mais par contre je me suis dit tiens pas mal pour aller justement challenger cette valeur perçue. Et donc on l'a fait finalement de manière assez progressive. Et à un moment je me rappelle, il y a quelques mois, m'être dit tiens, ben en fait ça j'avais pas challengé depuis trop longtemps. Et j'ai mon associé qui à un moment m'a dit mais non mais ça en doit bouger complètement et j'ai eu peur de le faire et en fait j'ai regretté de l'avoir fait si tard parce que cette itération a complètement changé la donne. Ouais. Du coup très preneur de ton retour avec ton analyse scientifique du pricing. Ouais. Est-ce que c'est un bon conseil ou est-ce que c'est à jeter? Mais comme tu dis, je jetterai pas, Ok. mais il est trop brusque. Doubler, c'est trop. Après chaque vente, c'est clairement trop. Mais je valide complètement cette idée de continuer d'essayer, de comprendre où c'est les limites. Et je ferai plutôt un peu par dichotomie. De nouveau, grâce au packaging, tu peux être un peu plus smooth. L'erreur, comme j'ai dit beaucoup dans beaucoup de business, quand tu as un prospect, c'est montrer une offre, quoi. C'est ça. Ouais. Ça, c'est énorme de boîtes traditionnelles. Dans tout le truc, c'est je vous envoie un devis. Et ça, la beauté des packs, c'est en fait, t'envoies 3 devis quelque Ouais, part. donc ce que tu es en train de dire, c'est que au pire, tu peux tester en live avec des packs plus hauts pour voir la réaction. Exactement. C'est pour Ok. ça que, genre, dire une entreprise traditionnelle, qu'est-ce qu'elle aurait fait? On prend Oussama Ammar, il se lance et il est à 1 000 €. Et puis il dit, ah ouais, c'est passé, puis il passe à 2 000. Ok, c'est passé, puis il passe à 4 000, etc. Alors que, pourquoi pas faire 1 000, 10 000? Ouais. Voilà. Et là, tu fais parler les gens en mode, qu'est-ce que justifie la différence? Ah ouais.
Et là, c'est des trucs où tu fais parler les gens et tu comprends ce pourquoi ils sont prêts à payer plus ou Ouais, ils pas. vont te dire, en fait, j'étais prêt à mettre 7, mais il y a Ouais. 3 que je peux pas Ouais. mettre, quoi. Et là, tu peux avoir des... Vraiment, c'est la réalité se trouve dans la tête des clients. Donc viens avec, vraiment, j'appelle ça un terrain de jeu. Donc, il y a le... Je fais des cartes comme ça où tu as l'axe valeur et tu as l'axe prix. Et tu dois faire un carré ou un rectangle. Ouais. Et tu dois naviguer là-dedans avec le client, quoi. Donc, tu as un truc de 1000 à 10 000 ou de 5 000 à 15 000. Donc, et tu as l'axe prix, enfin, tu as l'axe prix et tu as l'axe valeur. Et tu navigues avec le client. Et petit à petit, tu essaies de ce rectangle, de l'amener petit à petit vers le haut, tant que ça passe. Un autre truc que je recommande de faire, enfin c'est un peu dans cette idée-là, c'est peut-être pas aussi court-termiste, donc après chaque vente, si ça passe, augmenter le prix. Mais peut-être ça que vous avez fait, c'est j'invite tout le monde à avoir une pricing roadmap. Mhm. C'est détailler ce que tu veux dire par pricing Ouais, roadmap. pricing roadmap, donc voilà, tu te poses, voilà, quand vous êtes établi, hein, donc c'est pas forcément au début, mais quand vous êtes un peu plus Donc là, on a établi, nos ça peut être 10-15 premiers clients. voilà, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, et les choses se passent bien, effectivement, ça vend bien. Mhm. Donc on est content par rapport à notre positionnement, etc. Mais toujours se dire, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Et quand je dis faire mieux, c'est est-ce qu'il y a moyen de gagner plus Ouais, c'est avec en le gros même effort? analyser, tiens, est-ce qu'on peut aller chercher autant de marge? Si on doit Exactement. aller chercher de la marge, comment est-ce qu'on fait évoluer notre offre et notre pricing? Et Exact. puis après, tu te dis, je me donne X mois à réussir à passer à des packs en moyenne à ce prix-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Tu te mets cet objectif, mais tu dois vraiment te dire, voilà, disons que à un moment tu vends tes trucs en moyenne, c'est du 5 000 € par mois en moyenne chez tes clients. Et tu dis, ok, on est content. D'ici à 1 an, on veut que ce soit 7 500 en moyenne par mois. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour aller chercher ce point de prix-là? Et là, tu vas trouver les réponses dans le packaging. En mode, on doit sortir un nouveau produit, ou on doit améliorer un service qu'on fait, on doit mieux communiquer de manière proactive. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui prend finalement pas trop de temps, qu'on peut mutualiser chez tous les clients, etc. etc. Mais si tu n'as pas mis dans ton calendrier, dans 1 an, on veut avoir un prix moyen à 7 500, tu vas pas le faire. Tu vas être dans la réaction, tu vas avancer, tu vas closer, tu vas être content, et pendant des mois, tu vas pas réaliser que... Donc la croissance du prix, c'est un OKR en fait. Oui, c'est un ouais, objectif. exactement, c'est un OKR. Tu dois te dire, en fait, mon panier moyen, bon, on parle de prix, hein, mais si tu as plein de trucs, tu vas parler plutôt de ton panier moyen. Comment augmenter mon panier moyen? Et normalement, le panier moyen, tu peux l'augmenter soit par une nouvelle typologie client, mais si tu dis, en fait, même toutes choses égales par ailleurs, avec la même typologie client, comment avoir mon panier moyen qui passe de 5 000 à 7 500? Eh ben, en fait, voilà, je dois comprendre la valeur perçue, qu'est-ce qui ferait qu'ils accepteraient un prix supérieur, etc., etc., etc. Mais ça, tu peux le faire sur un horizon de 3 ans. Donc, je reprends l'exemple de l'iPhone. Sur l'iPhone 1, ben voilà. Positionnement, exemple flagrant de positionnement. Avant, il y avait des BlackBerry ou des Nokia, etc. Il sort un smartphone, une révolution. Plein de choses qui sont meilleures, plus chères. Il crée son propre positionnement et puis c'est un benchmark initial sur lequel il va croître. Exactement. Et là, ok, ça sort à 400 €, qui était déjà très cher. À l'époque, il y a plein d'experts qui disaient les prix vont baisser. Les prix vont baisser, il va y avoir une concurrence, ils vont être attaqués, les prix vont baisser. Eh ben non. Ça fait que l'inverse. Ça fait que l'inverse. Mais en fait, c'est ça, tu le positionnes. Mais chaque année, des gens se disent encore, ils vont jamais pouvoir remonter. Ouais. Et c'est là où les yeux étaient rivés sur 1 an. Et en fait, tout était orchestré. En mode, bon, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que dans 1 an, on va sortir l'iPhone 2 10% plus cher. Et ça donnait du focus. Ok, l'iPhone, c'est plein de choses, mais on va parler aux gens et on va dire en fait qu'est-ce qui les frustre, qu'est-ce qu'on doit absolument améliorer et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont accepter que le prochain sera plus cher. D'où le fait que la caméra a évolué de dingue, parce que tout le monde fait des photos tout le temps avec son téléphone. Exactement. Donc le focus, il y a plein de choses qui ont évolué, mais la qualité de l'appareil photo, la taille de la mémoire, la durée de vie de la batterie, et au final, quand on va dans un Apple Store, au final, il y a quelques critères, on ne voit pas tout ce qu'il y a dans un iPhone, mais ils ont mis des attributs. Voilà. Et en fait, chaque année, dans les experts ou quoi, et du coup, à la keynote, chaque année, c'est OK, il y aura le nouvel iPhone, qu'est-ce qui sera meilleur et quel sera le nouveau prix? Et donc, ils ont éduqué tout un marché à ce que, en fait, chaque année, il y a vraiment une cadence. Septembre, keynote, nouvelle version, certainement meilleure. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix? Et ils sont passés de 400, 500, 1000 €. J'adore. Les trucs que les experts n'auraient jamais... mais à l'époque, on avait tous notre Nokia. Payer un smartphone, maintenant, c'est quasiment normal de payer un smartphone à 1000 €. Ils ont tiré tout le marché vers le haut, mais ça a devenu focus. Et ça, c'est la pricing roadmap. Ok, donc résumé... C'est très facile. Tu te dis, tac, mes prix doivent évoluer comme ça dans le temps. À un moment, tu vas atteindre un plat, mais ça peut, comme eux, ça peut prendre 10 ans, mais pendant les 10 années, tu augmentes. Et c'est très différent de ce qu'on appelle une augmentation des prix. Il y en a qui confondent. C'est pas du tout la même chose. Augmenter les prix,
Oui, c'est en fait, tu as fait ton analyse de tes blocs de valeur, tu t'es dit je vais repackager, mais en fait, tu es en mode on va pas du jour au lendemain changer tout le business model, Non. on va y aller petit à petit et on Ouais, va se dire dans X mois ou X années, on doit arriver à ce niveau-là ouais. de package. Et en fait, on va petit à petit le tester, avoir un retour réel et potentiellement l'améliorer en fait. Ouais, exactement, exactement. Et c'est ça que j'appelle ça le versioning. C'est extra important si on fait ça, parce qu'il y en a, en fait, ils disent, ouais, mais c'est augmenter les prix. Non, c'est pas augmenter les prix. Tu améliores ton offre. T'avais ton bronze, silver, gold, t'avais tes 3 packs. Ouais, Et tu à un fais moment, augmenter la valeur tu perçue fais un et bronze donc plus. le prix suit. Exactement. Tu dois faire, si tu as sorti ton AI ou quoi, il faut phaser ça. Vraiment, il y a moyen de faire des choix techniques, mais où tu avais ton bronze, silver, gold, et en fait, tu as introduit une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service. Et du coup, à tes nouveaux prospects et à tes clients, tu montres les mêmes trucs. Tu montres bronze, silver, silver plus, gold. Et le silver plus, il est 10% plus cher. Et là, il y a ton truc. Et donc, il est 10% plus cher. Mais si ceux qui sont en silver veulent le prendre comme option, c'est plus que 10% plus cher. Donc là, tu peux avoir des petites parades. Et en fait, on appelle ça le versioning. C'est comme l'iPhone 1 et l'iPhone 2. L'iPhone 2 sort. L'iPhone 1 paraissait un peu désuet. Tu attends un peu, tu baisses le prix. Et du coup, les gens vont commencer à hésiter entre l'iPhone 1, ouais, mais bientôt il sera old school, ou l'iPhone 2. Et là, en fait, tu continues de donner le choix aux gens, donc même à tes prospects. On avait le Silver qu'on a vendu à nos clients toute l'année passée, mais en fait, on l'a amélioré. Et là, il y a le Silver Plus. Donc là, vous pouvez choisir. Soit vous prenez le Silver, plus tard vous activez, soit vous prenez tout le temps, tout de suite le Silver Plus. Mais sachez que le Silver, dans 3 mois, on le vend plus. Et petit à petit, tu fais évoluer tes packs. Puis tu fais ça avec ton Gold, Gold Plus, Bronze, Bronze Plus. Et petit à petit, J'adore. tu fais ces transitions. Et à un C'est moment, vraiment quelque chose de vivant en fait. voilà, c'est vivant. Et à un moment, tu vas chercher tes clients existants. Et tu dis, ah, en fait, il y a 3 mois, on avait sorti le Silver Plus. Et tous les prospects qu'on a signés ces 3 derniers mois sont sur le Silver Plus. Et vous êtes encore que sur le Silver. Est-ce qu'on vous upgrade? Voilà. Et là, bon, on vous laisse 3 mois pour réfléchir. Et en fait, tu orchestres tout ça. Et tu augmentes ton deal size moyen petit à petit. Tous mes clients qui sont en sueur à entendre ça, qui vont C'est- se dire ah Morgan il Mais- va augmenter tous ses prix. Mais si tu fais les choses mieux, c'est du win-win. Ouais, ils seront C'est- contents en fait. C'est ça tout au l'objectif. final. Voilà, tu dois être obsédé par des trucs où ils vont l'accepter, où ça va passer, et pas y aller avec de la friction, etc. Donc, Mhm. et c'est ça que ça te donne. Tu dois être obsédé par augmenter la valeur perçue, mais du coup, tu dois augmenter la valeur délivrée également, hein. Donc, c'est nettement mieux qu'une simple indexation des prix. Ce qu'il faut absolument éviter, Ouais. c'est, on est désolé, le coût des matières premières a augmenté, l'indexation Ouais, des c'est horrible, salaires. ça. On est obligé de répercuter les hausses des coûts chez vous. On est obligé. Vraiment désolé, on vous fait plus de 5%. Personne n'aime entendre ça. Non, Non, ça- non. Et du coup, quand tu as un discours axé sur la valeur, tu peux aller taper des augmentations de prix via ces techniques-là, plus importantes que l'augmentation des coûts. Et Oui, du parce coup, que c'est un choix en fait Ouais. de la part de l'acheteur. Ok, Ouais. Voilà. on a set up tout notre pricing. Tu as donné des conseils extraordinaires. Je te Ouais, remercie j'espère, pour ça. J'espère. C'est vraiment génial. Je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent vont commencer dès demain à J'espère, chipoter à leur j'espère. pricing et à leur packaging surtout. Maintenant, je trouve qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que je trouve très intéressant. On a fait cette évolution de pricing, etc. Mais c'est la communication sur le pricing. Et en fait, là, j'ai envie de revenir sur un petit sujet d'actualité qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, je crois que toi et moi, particulièrement, on a dû le voir passer, et tous les gens qui sont dans la Ouais. tech ou dans l'AI l'ont certainement vu passer. On a eu plusieurs boîtes AI, notamment Anthropic, et qui ont changé leur pricing du jour au lendemain de manière assez phénoménale. Alors, on sait, comme tu le dis, des grosses boîtes qui lèvent énormément. En fait, ils font un prix d'appel, ils essaient d'avoir blindé de gens. Mais du coup, là, on s'est retrouvé avec, en fait, Anthropic, qui est du coup à l'origine de Claude, pour ceux qui ne savent pas le lien entre les deux. Donc, l'équivalent de ChatGPT, mais plus orienté code. Euh, Ils ont d'un coup retiré sur leur plan pro, donc le premier plan qui était à $20 par mois. En fait, du jour au lendemain, ils ont retiré blindé de fonctionnalités super avancées, super intéressantes, qui étaient plus que accessibles en plan max à 100 ou 300 Ouais. euros par mois. Et c'est quand même surprenant, non, que des boîtes fassent ce genre de move. Et alors, pire que ça, ça a fait un tollé en ligne avec des gens qui ont commencé un peu à faire le calcul de ce changement. Et finalement, ils ont fait un retour en arrière en appelant ça un test sur 2%. C'est quand même scandaleux. Ouais. Du coup, je suis très curieux d'avoir Non, ton c'est- input sur, OK, on a fait le pricing, le bon packaging, mais quid de la communication autour Ouais. du pricing ou du packaging? Ah non, mais c'est essentiel. Voilà, je parlais des 3, donc il y a le value packaging, le pricing et le value selling. Et cette communication autour des changements de prix, de changements de pack, elle est essentielle, elle est cruciale. Si c'est bien fait, c'est super, c'est incroyable. Si c'est mal fait, mais ça détruit tellement de choses, tellement d'efforts que voilà, des
des centaines ou des milliers de gens ont pu faire pendant des mois, parce que ça a un impact sur le chiffre d'affaires, enfin sur la réputation du chiffre d'affaires. Donc ici, il y a deux choses, hein. Il y a la communication et puis les personnes qui étaient autour de ces changements. Alors en termes de communication, les bonnes pratiques, toujours, c'est avertir. C'est avertir et toujours axer sur, comme j'ai dit, l'augmentation de la valeur. Ça va être mieux. S'avertir en amont, c'est dire, Ouais. tiens, on va avoir un changement Ouais. dans 3 mois, dans 2 Ouais. mois. Ouais. Ok. Ça peut être quelques jours, hein, mais pas prendre les gens par surprise. Donc ça, c'est des trucs qui Que sont... ce soit pas en traître. Ouais, exactement. C'est ça qui est pas mal sorti. C'est wow, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et là, ils ont fait une technique où effectivement, on est rentré sur ceux qui utilisent, j'utilise aussi Claude, et on est passé aussi par quelques chemins avec Claude. Mais tu payes un truc à $20, et après on te retire une bonne partie de la valeur. Wow, ça c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Tu te sens flou et donc ça érode la confiance, et donc c'est pour ça l'important de la communication. Tu dis, est-ce que ça va encore se passer? C'est ouais. ça, c'est une fois, mais tu dis, ouais, s'ils sont capables de faire ça, même si... de le refaire. Voilà, parce que nous, on est passé sur le plan, on utilise Claude Code et tout, donc on est passé sur le truc all-in bien cher, et on est très content parce que c'est vraiment incroyable, ça vaut clairement son argent, 100% mais ça fait un gros up de montant. Et là, tu te dis, bon, c'est quoi le prochain move? Est-ce qu'en fait, ils vont sortir un autre pack à $1000 et retirer maintenant Claude Code et le mettre là? En fait, ça, ils vont le faire combien de fois? Donc ouais, ça crée une fissure, un scepticisme pour la suite, et ce qui est vraiment, vraiment dommage, alors qu'ils auraient pu orchestrer ça différemment. Donc communiquer sur la valeur, on a eu des retours clients, X% des clients en fait utilisent beaucoup Claude Code, etc. Et on fait un pack intermédiaire, on a eu un groupe de travail, enfin il y a moins de communiquer. Ils auraient même pu dire en fait finalement 80 ou 90% des clients qui sont sur Pro n'utilisent pas ces éléments-là. Exactement. C'est une mauvaise répartition de la valeur dans le pack, on les a retravaillés pour mieux servir nos clients sur leurs besoins réels, et en fait ce serait passé. Exactement. De nouveau, la vérité se trouve dans la tête des clients, et ça, il y en a pas mal de fondateurs ou quoi. Quand ils changent un peu leur pack au prix ou qu'ils font des communications, ça fait genre, on a regardé notre nombril, on a regardé les chiffres, on a discuté avec les investisseurs, ça fait un peu genre de notre tour d'ivoire, on a pris une décision, on sait mieux que vous. Non, il n'y a rien de mieux que de dire, on a fait des focus group, on a discuté. C'est quoi le plus beau changement de pricing que tu as vu dans toutes les boîtes autour de toi? Que ce soit un client que tu as accompagné ou pas du tout, mais l'objectif c'est plus se dire, tiens, qu'est-ce qui peut être spectaculaire dans un changement? Alors là, c'était plutôt j'en ai plusieurs. Waouh. Alors, parce qu'il y a changement de packaging pricing et puis il y a les bonnes communications. Hein, mais ouais, il y a quelques boîtes en Belgique qui étaient déjà au-delà de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et entre 6 à 12 mois derrière, ils étaient à 3 millions. Des boîtes qui existaient depuis 4-5 ans, donc ils avaient mis un petit temps avant d'arriver à 1 million, mais la croissance devenait un peu linéaire. Ils allaient peut-être faire 1,2 million, 1,3 million, grand max 1,5 million. Et clairement, le changement de pack et prix, ça a tout débloqué à deux niveaux. Du côté des prospects, donc ça a accéléré les cycles de vente, augmenté le taux de conversion, alors qu'on avait augmenté les prix, on avait fait x3. Ah ouais. x3 en prix. Je peux rentrer dans ce cas-là, mais ils n'étaient pas assez chers. Donc eux, ils pensaient avoir 1 million, on a réussi. En fait, c'était pas assez cher pour leurs clients, c'était assez incroyable. Tu as augmenté le prix, changé complètement le packaging pour avoir une meilleure valeur perçue. Ça a réduit les cycles de vente. Et derrière, ça a permis de faire pas mal d'upgrades sur les clients existants, justement avec ces techniques un peu de Silver Plus et de montrer. Mais en fait, vraiment, il fallait faire un peu ce qu'on appelle. Le titre de cette vidéo était correct. On peut complètement doubler son chiffre d'affaires. C'était x3. Non, c'était incroyable parce que pour l'anecdote, donc c'était une boîte. Ils avaient un tout petit peu levé, donc, mais ils n'étaient pas trop dilués. Vraiment, ils avaient un tout petit peu levé un seed round au tout début, genre 50 000 euros. Et donc vraiment, très belle histoire parce qu'après, je crois que c'était pas très bien passé avec les investisseurs. Et donc, ils sont en mode, on va continuer en mode bootstrap. Donc je rentre avec les fondateurs. Et c'est en mode, voilà, on va pas faire d'exit, on va garder la boîte, on va faire du profit. C'était trop drôle parce que je me rappelle, on avait fait la session de travail un vendredi. Et typiquement, voilà, leur deal, c'était un SaaS, donc pas très cher, mais leur deal moyen était aux alentours de 1 500 euros par an. Donc voilà, parce qu'ils visaient un peu du 100 euros par mois. Mais ils vendaient à plein d'entreprises qui faisaient au moins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y en avait pas mal qui faisaient même 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à des sociétés de services, beaucoup. Et leur solution avait des impacts incroyables chez leurs clients pour 1 500 euros par an. Ouais, c'est vrai. Rien du tout. Et je leur dis, écoutez, on prend une boîte qui fait 10 millions,
si elle fait 10 millions et qu'elle a un EBITDA de 20%, c'est-à-dire qu'elle a pour 8 millions d'euros de coûts chaque année. Et vous, votre solution, qui a un impact sur plein de gens... Ouais, c'est pas pris au sérieux, en fait, pour eux. Mais non. Donc, je dis, ça ne m'étonne pas que tes commerciaux vendaient comme des petits pains. C'est entre 1500 et 5000, c'est rien pour une boîte qui fait 8 millions de dépenses par an. Il a dit, j'ai jamais vu le truc comme ça. C'est vrai que, vu comme ça, et donc value-based pricing, je dis, en fait, l'impact, mais en plus le coût que vous représentez, c'est une fraction d'une facture mensuelle, des dépenses mensuelles. C'est une facture. Personne ne verra la différence entre le 1500 et les 5000. Ouais. Il fait, ouais, je vais tester ça. Justement, j'ai envoyé une offre. Il a envoyé l'offre, c'était signé le jeudi. Et là, le CEO lui-même, il a fait, ouais, on a tout changé, implémenté. Et là, faisait ça. Donc, tous les prospects avaient les nouveaux packs prix. Et après quelques mois, il a été trouver tous les clients existants en disant, en fait, ça fait quelques mois, exactement ce que j'ai dit, tout le monde est un peu sur ces nouveaux packs prix parce qu'on est sorti des trucs, on n'a pas pris le temps de vous dire qu'on est sorti ces nouvelles fonctionnalités-là, etc. Ouais, donc, il l'a pas du tout vendu comme une augmentation, mais en mode, exactement. On a amélioré le produit et on a envie de vous upgrade dessus. Exactement. Génial. Mais du point de vue interne, ça peut pas être incroyable de faire, on passe de 1500 à 5000. Du point de vue externe, une boîte qui fait déjà des dépenses, c'est ça versus ça, quoi. Ouais. Mais surtout parce que tout était axé sur l'augmentation de la valeur. Et donc, tout était orchestré, tout ça. Et c'était incroyable parce que, voilà, 2-3 mois après, il m'envoie un WhatsApp, c'était trop drôle. Il m'envoie un WhatsApp avec une capture d'écran d'une conversation entre les fondateurs en mode, on va enfin pouvoir s'acheter une Lamborghini. J'adore. Ils étaient thanks to LD. Donc c'est en Flandre. Et vraiment, il m'envoie, il fait ouais, on est trop content, encore merci, c'est un game changer, ça marche trop bien. Et voilà, on rigole entre fondateurs, on va enfin pouvoir s'acheter une Lamborghini, thanks to LD. J'adore. Bon, les amis, retenez bien, du coup, le packaging et le pricing peut vous amener une Lamborghini. Ouais. Ça, c'est quand même le truc qu'on retiendra qui est super important. Écoute, on a déjà bien dépassé dans le timing qu'on s'était fixé au départ. Je suis désolé pour ça d'ailleurs. J'ai dû retracer. Je vais te faire une dernière question qui sera pour clôturer cette vidéo. C'est une question que j'aime bien. C'est si tu devais maintenant laisser un post-it sur le bureau de n'importe quel entrepreneur que tu croises, qu'est-ce que tu mettrais sur ce post-it pour essayer de leur apporter un maximum de valeur en très peu de mots finalement? C'est notre tagline. Hein. En anglais, ça passe mieux. C'est Get the revenue you deserve. Ok. Vous délivrez la valeur à vos clients. Vous méritez un certain niveau de revenu. Pas revenu, c'est chiffre d'affaires, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans le service, c'est le profit. Ouais. Ne soyez pas obnubilés par le chiffre d'affaires. Pensez profit. C'est ça votre fuel. C'est ça que... c'est votre retraite, c'est un certain confort ou c'est de l'argent que vous allez pouvoir réinvestir pour vous améliorer continuellement et ça va se refléter dans la qualité du service, dans la proportion à payer de vos clients et ça va devenir un cercle vertueux. Donc voilà, soyez obsédés, ça doit être méritocratique, vous délivrez quelque chose à vos clients, vous devez avoir le revenu que vous méritez. Si derrière, vous voulez faire du service Ryanair et faire plein de clients, vous aurez le revenu là et vous n'aurez pas beaucoup de préfis et beaucoup de merde à gérer, j'ai envie de dire. Donc, il y a des Ryanair, il y a plein de sociétés low cost, il y en a qui ont leurs objectifs, mais essayez d'obtenir ce que vous méritez. Donc, Trop bien, trop bien, je te remercie. Et d'ailleurs, pour clôturer cet épisode, tu m'as parlé en off avant déjà de l'académie, tu en as reparlé dans le cadre de ce podcast. Je suis super intéressé parce que tu m'as parlé d'un deal potentiel que tu pourrais donner aux gens qui, justement, ces entrepreneurs qui ont envie de mettre cette première brique d'amélioration de leur packaging, de leur pricing. C'est un sujet qui est compliqué. C'est un sujet sur lequel on n'a pas énormément de données. Alors là, tu nous as fait une masterclass extraordinaire et je t'en remercie. Mais je pense que c'est difficile pour les gens en fait, de savoir où commencer. Exactement. Et donc, quelle est la proposition que tu peux leur faire pour les aider là-dessus? Tous ceux qui ont écouté le podcast, je fais une offre spéciale. Donc, effectivement, on a notre solution qui est, on va dire, une chouette boîte à outils digitale pour travailler sur son packaging pricing de manière méga fluide, méga intelligente. Et on met de plus en plus d'AI là-dessus. Donc, il y a quoi dans cette boîte? Ouais, c'est une sorte de kit de cuisine ou de bricolage. Tu as tous les ingrédients pour faire le bon packaging et pricing. Donc, c'est le packaging kit, quoi. Voilà, on va demander c'est quoi tes attributs. Et en fait, il y en a plein, ils vont dire c'est vrai que j'ai jamais bien listé tous les ingrédients que j'utilise dans mes recettes. Ok. Est-ce que tu as le bon choix des mots? Est-ce que tu dis juste farine ou est-ce que tu dis farine d'épeautre? Si tu dis la farine d'épeautre, dis farine d'épeautre. Est-ce qu'elle est bio? Voilà. Donc,
on te guide dans la solution, c'est très intuitif, à mieux exprimer la valeur, mieux sortir les ingrédients. Packaging, mieux exprimer donc value selling et mieux l'apprécier. Il y a plein de petits outils pour travailler sur ton modèle de prix. Donc, il y a des petits simulateurs, etc. Donc, ça, c'est pratique. Mais effectivement, c'est un outil. Et le mode d'emploi, à l'époque, c'était encore mes services. Je guidais dans les réflexions. C'est pas l'outil qui va faire le ping-pong, l'humain, etc. Et moi, à force d'avoir aidé énormément d'entreprises, j'ai réalisé qu'en fait, 80% des choses que je dis, c'est la même chose. Chaque entreprise est différente, mais les fondamentaux, comme j'ai dit, de packaging, est-ce qu'il faut faire un decoy comme ça ou comme ça, combien de packs, est-ce qu'il faut mettre des prix en ligne ou pas. Et donc, j'ai pris le temps, il n'y a pas très longtemps, de restructurer tout. Plus que restructurer, parce qu'à force, j'avais fait une encyclopédie, j'ai vu une présentation de 1000 slides sur le sujet. Ah ouais. Donc, mais en fait, j'ai commencé à faire des vidéos, des petites vidéos. Des capsules, mais de 30 secondes à 2-3 minutes, donc très très courtes. Un peu des nuggets qu'on peut écouter. T'as créé le Netflix du pricing en fait. Voilà. Et incroyable. Du coup, là, j'ai déjà fait une 40aine de vidéos, mais vraiment très très courtes, parce que je sais que pour plein de gens, c'est un sujet qui ne veut pas attaquer, c'est un peu chiant ou quoi, donc je vais essayer de faire, de vulgariser le truc pour que ça provoque un peu plein de bangers. Et donc, j'ai fait une académie, un parcours, et avec des playlists, en fait, par thème. Donc, genre, si tu veux être meilleur dans tes add-ons, ou meilleur dans tes stratégies de pack d'acquisition, ou de grade, etc. Donc, j'adore, je vais aller voir. J'ai ouais, je vais donner l'accès. Donc, c'est en bêta depuis un mois. Pour ceux qui cherchent, où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Ils peuvent aller sur notre site, donc c'est getgiveme5.com. Il y a un onglet ressources, et là-dedans, il y a Académie. Et donc, ouais, là, c'est un des trucs. Donc, je suis en train, quelque part, de me digitaliser, donc, parce que j'ai plus le temps de faire beaucoup de services. Nous, on a triplé le nombre de clients en un an, donc c'est assez. Donc, là, aujourd'hui, j'ai signé 2 gros partenariats. Donc, nous, voilà, pour notre solution, on commence à des revendeurs, des distributeurs. Donc, c'est en train de bien grandir au niveau international, avec vraiment des très très gros acteurs. Donc tu deviens littéralement le SAP du pricing en fait. Ouais, et de la vente. Hein. C'est ça que la porte d'entrée, nous, le landing, c'est le Smart Builder, donc c'est ceux qui se cassent la tête sur le packaging pricing. Mais au final, l'outil qui est utilisé au quotidien par nos clients, c'est le Smart Seller. Ouais, c'est la page, c'est l'outil d'offre interactive. Et donc l'offre, pour ceux qui ont écouté cette session, c'est un accès gratuit à l'académie pendant 1 mois. Donc, pour beaucoup de gens, c'est largement suffisant. Donc, cette académie, on la monétise sous forme d'abonnement. Pour les grosses structures, c'est important parce que dans une grosse structure, quand il y a plein de départements, plein de produits, tout le monde comprenne. Ouais. Voilà, ils se cassent la tête sur le packaging pricing très souvent. Donc là, ça nous fait de la récurrence. Mais pour les petites structures, 1 mois et c'est cadeau. Et ça fonctionne comment? Avec un code, avec un lien spécial? Ouais, on te contacte? On peut faire un code Lidix. Donc, avec le code Lidix, trop bien. Voilà, on m'envoie un mail, laurentdavid@getgiveme5.com. On m'envoie un mail. J'ai écouté la session et code Lidix. Est-ce que je peux avoir accès à l'académie? Et voilà, c'est parti. Trop bien. 1 mois. Écoute, cool. LD, merci beaucoup. Tu nous as livré énormément de valeur aujourd'hui. Avec plaisir. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. En tout cas, moi, je me retrouve dans beaucoup de choses que tu as dit. Typiquement, moi, j'ai eu la chance que tu m'accompagnes sur pas mal de sujets et l'évolution de notre pricing. Ça me donne envie de refaire des sessions avec toi tellement à chaque fois je prends une claque de valeur. On va faire ça. Mais c'est trop bien et je pense que tu vas aider beaucoup d'entrepreneurs avec cette vidéo. Je te remercie pour tout. J'espère. J'espère qu'on pourra se remettre un petit podcast comme ça bientôt. C'était très chouette. Merci pour l'invitation. C'est super cool. Trop bien.